Bonjour à tous, bonjour à toutes, salut, bonne rentrée. Bon, je tiens à vous dire tout de suite, j'ai pas le nom du Premier ministre, hein. Ah, voilà, je suis désolé, hein, si vous venez pour ça, c'est mort. Bonjour à tous, Ange Nébuleux, bonjour à celles et ceux qui regardent. Vous n'êtes pas très nombreux, évidemment, hein, pour cette petite rentrée. On va discuter cocotte. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à le signaler. J'ai augmenté un petit peu le volume sonore, donc j'espère que c'est pas trop fort. Mais voilà. Je tenais à continuer avec vous les petits mardis comme ça, les petits mardis, les premiers mardis du mois, vous le savez, à 21 heures. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, ça nous permet d'échanger de vive voix, éventuellement de Salut Mallory 116. C'est bon pour le son, merci beaucoup. Voilà, ça nous permet d'échanger de vive voix, de revenir sur éventuellement les podcasts de la cellule, de revenir sur les actus JDR qui m'ont marqué, de revenir sur éventuellement mes propres productions et mes propres actus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire un petit peu ce soir, même si d'abord j'ai envie de parler aussi des jeux des copains. Je vais vous parler un peu de tout ça. Alors, la première chose que je voudrais faire avant de débuter, c'est de remercier une nouvelle fois mes Patreons, mes Patreons, celles et ceux qui me soutiennent. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir via une page Patreon. D'ailleurs, faut que je fasse ça, faut que je mette mon petit Patreon dans un coin là. Faut que j'ouvre la page pour vous la montrer, pour que vous puissiez voir le Patreon de Monsieur Romaric Briand. Alain Delon est mort, donc ça y est, j'ai le droit, je peux m'y mettre moi aussi à parler de moi à la troisième personne. Donc voilà, la page Patreon sur laquelle vous pouvez me soutenir. Vous êtes nombreuses, nombreux à me soutenir déjà et ça me fait vraiment très très plaisir. Sans cette page, je ne suis plus rien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la vente de mes jeux est à peu près de zéro absolument. Cet été, en 3 mois, j'ai vendu en tout et pour tout un Trip to Sky et un Secret de Sky. Donc autant vous dire que aujourd'hui, je ne vis que grâce à vos dons, à ce mécénat, ce précieux mécénat. Donc je vous remercie toutes et tous. Et donc à ce titre, je voudrais remercier deux personnes qui récemment ont rejoint cette page Patreon ou ont récemment fait beaucoup pour cette page Patreon. La première personne, c'est Guillaume Vendée. Guillaume Vendée, donc, qui est l'animateur d'un podcast qui s'appelle Tech Café. Le voilà, c'est la page de son podcast. Le voilà, notre Guillaume Vendée. Eh bien, il m'a tout simplement fait l'honneur de me recommander sur Patreon. Alors Guillaume, je tiens à te le dire, merci beaucoup, ça me fait très très plaisir, même si tout à fait entre nous, je ne sais pas ce que ça signifie, j'imagine que c'est une nouvelle fonctionnalité de Patreon que je ne connais pas encore. Apparemment, j'imagine que tu as invité du coup les gens de ta communauté à venir rejoindre ma page et du coup je te remercie, tu as accompagné ça d'un petit mot que je vais lire. Je fais comme toi, t'as vu, je commence à te prendre des trucs. Le formidable créateur de jeux de rôle, nous dit Guillaume Vendée, donc moi-même, hein, notamment créateur de Sens et de Trip to Sky, et d'autres jeux uniques comme Donjons et Domino, Le Village, et également animateur du podcast de la cellule dédié aux jeux de rôle. Je voulais vous le recommander. Merci beaucoup Guillaume d'avoir fait ce geste, c'est formidable. Alors puisque tu as fait un geste, eh bien c'est l'occasion pour moi de reparler de Tech Café, qui est un podcast consacré à la tech, un podcast hebdomadaire accompagné d'un supplément qui sort également toutes les semaines. Donc en gros, ça fait 2 podcasts par semaine. Guillaume Vendée, en compagnie de Guillaume Podjaspala, donc c'est les deux Guillaume, nous parle d'actualité et critique aussi les innovations faites par les grands de ce monde. Il parle donc, par exemple, voilà, là, il avait fait un sujet sur l'arrestation de Pavel Durov, sur King, Surveille ton langage. Je sais pas exactement de quoi ça parlait, je l'ai pas écouté celui-là. J'avais particulièrement aimé le podcast de Tech Café qui s'appelle Radio Café été 2024, qui est en fait un supplément qu'ils avaient fait avec Guillaume, où ils avaient enregistré en fait ils avaient créé de toutes pièces par une IA en fait une émission.
Donc en fait toutes les missions, toutes les musiques, la commentatrice de l'émission, enfin l'animatrice de l'émission, tout est créé en fait par des images, par des intelligences artificielles, pardon, y compris l'image que vous voyez là de la présentatrice. Donc c'était une expérience intéressante, j'ai trouvé. Ça fait réfléchir en écoutant l'émission dans son intégralité. Vraiment, ça permet de réfléchir au sujet de l'IA, de ses conséquences sur les créateurs et créatrices. Donc j'avais trouvé ça très intéressant. Donc Tech Café, voilà, c'est un podcast que je suis très régulièrement. J'écoute quasiment toutes les émissions, hein, pour ne pas vous mentir. Là, c'est juste que cet été, j'ai fait une pause, donc j'ai raté certains épisodes. Mais en vérité, je les écoute tous. Voilà, j'aime beaucoup le travail de veille que fait Guillaume Poggiaspala, que je trouve vraiment remarquable. Et l'animation de Guillaume Vendée est pour moi une source d'inspiration, puisque vous voyez, je lui pique même ses trucs maintenant, puisque c'est lui qui m'a conseillé, invité à remercier les Patreons, effectivement, au début de chacune de mes émissions, quelque chose que je ne faisais pas. Et voilà, je pense qu'il a raison, il faut le faire. D'abord parce que c'est adorable de la part des Patreons de nous soutenir, c'est clair. Et ensuite, bien sûr, parce que ça fait reparler de la page, ça vous encourage à soutenir. Et par les temps qui sont, par les temps qui courent, et bien ma foi, c'est vraiment un soutien qui est très appréciable. Donc voilà, je voulais vous parler de Guillaume et de Tech Café. Autre commentaire et autre soutien Patreon que je voulais remercier, c'est Tom Morel. Tom Morel, donc, qui a augmenté son Patreon, qui l'a fait passer de 1 € par mois à 10 € par mois. Merci beaucoup à lui, c'est vraiment indispensable encore une fois pour moi. Boody Life vient de nous raider. Ah, c'est extraordinaire. Merci Boody de nous avoir raidé. Ah, t'es adorable. Je t'ai vu jouer à Rocket League. Je t'ai vu, je vous ai vu. Je vous ai compris. C'est très bien. Merci beaucoup Boody, t'es au top. T'as de la chance de pouvoir faire ça. Moi aussi, j'aimerais pouvoir aider des gens de temps en temps. Ça me ferait très très plaisir. Malheureusement, je crois qu'il faut être affilié pour pouvoir le faire. Donc, il faut proposer à Twitch des émissions toutes régulières. Ce que je ne fais pas. Donc voilà. Merci Youssef Tacos, super. Merci pour ton soutien. Je parlais donc de Tom Morel, un soutien Patreon que je remercie vraiment beaucoup d'avoir fait passer son Patreon de 1 € à 10 € par mois. Encore une fois, merci à lui, c'est super. Il m'a laissé un commentaire également, je vais donc vous le lire. Il me dit donc que c'est un plaisir pour lui de participer même modestement à ce Patreon, et puis que ça fait partie pour lui des investigations sensiennes, et donc du coup il continue, me dit-il, à rechercher à travers toutes mes propositions, tous mes jeux, des indices pour continuer Sens, car je ne sais pas si vous le savez, mais la fin de Sens, il est promis à la fin de Sens qu'elle sera écrite à travers un peu l'intégralité de tous les jeux que je propose, et donc un peu à la manière d'une espèce d'enquête à travers les autres jeux de rôle qui sont publiés. Les fans de Sens sont un petit peu obligés, pardon, d'aller voir à droite à gauche sur les divers jeux, sur les divers autres jeux que je produis, les indices laissés pour continuer et poursuivre la quête de Sens. Donc Sens, qui, je le rappelle, est mon premier jeu de rôle, une hexalogie, voilà. Je ne reviens pas sur ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc du coup, Tom Morel me dit que pour lui c'est un plaisir de découvrir aussi Cetra, qui est donc un jeu qui se passe dans l'univers de Sens, qui est un wargame de rôle, en fait un jeu de rôle, qui utilise un wargame comme système de résolution des actions et des conflits, avec un système de noble chambre, un système parlementaire, c'est-à-dire qu'après la partie, on doit jouer une scène de dispute entre des députés, entre des parlementaires. Autant vous dire que c'est un jeu qui est d'actualité, parce qu'en ce moment on se dispute beaucoup au Parlement, et on va encore beaucoup se disputer, je pense, dans les années qui viennent. Et dans les mois qui viennent, ça c'est certain. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à Cetra d'autre, que même si pour le moment il est en pause, il est lui aussi en fait en cours de rematérialisation. Il faut savoir que donc comme je vous le disais au début de cette émission, je vends très peu de jeux en ce moment, c'est un peu la catastrophe en ce moment en termes de vente. Cet été je n'ai vendu en tout et pour tout qu'un seul bouquin, donc voilà, c'est pour ça que je remercie les Patreons de me soutenir, parce que sans eux je serais juste game over. Et donc du coup je pense que une des raisons qui font que mes jeux se vendent moins en ce moment, c'est que les gens, mes
mes lecteurs, mes joueurs, je sais pas comment le dire autrement, mes joueurs et mes joueuses sont très sensibles au matériel. Ils aiment bien avoir un livre dans les mains, ils aiment bien toucher des objets, avoir des cartes dans les mains, etc., etc. Ce qui est d'ailleurs assez raccord avec comment dire, la philosophie dans laquelle j'écris, puisque comme vous le savez, moi j'aime beaucoup le matériel, j'aime beaucoup la matérialité plus exactement, j'aime que une partie de jeu de rôle ce soit d'abord des gens autour d'une table, concrètement, voilà, donc j'aime pas trop jouer en virtuel à titre personnel, même si j'encourage évidemment la pratique du jeu de rôle, fût-elle en virtuel, c'est formidable, mais voilà, à titre personnel, je préfère toujours jouer autour d'une table et compagnie, et donc du coup, mes lecteurs et mes lectrices sont sensibles au matériel. Et comme ces dernières années, à vrai dire les 3 dernières années, j'ai essayé de proposer un échange en fait jeu de rôle en PDF en échange d'un Patreon, eh bien je pense que ça explique aussi la chute en fait de mes ventes, de la vente de mes livres en fait. Parce que tout simplement comme il n'y a pas de livre à acheter, eh bien même si vous voulez me soutenir, eh bien vous soutenez via Patreon, évidemment vous êtes nombreuses à me soutenir via Patreon, c'est très sympa. Seulement, ça ne nourrit pas son homme. Et ce qui nourrit son homme aujourd'hui, enfin, ce qui nourrit son auteur aujourd'hui, eh bien, je crois que c'est encore la vente de matériel, la vente de livres, la vente de cartes, la vente d'éléments, en fait, pour jouer concrètement. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'avais proposé aussi beaucoup de print and play. Et le print and play, eh ben, ça suppose un effort, ça suppose de print, ça suppose de découper. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'objets, il faut les découper. C'est un peu fastidieux. Et donc, ça a, je pense aussi, limité, en fait, la jouabilité de mes jeux. Ça les a rendus un peu moins accessibles. Et donc du coup, dans le but de réaccessibiliser mes jeux, eh bien j'ai décidé de tout simplement les rematérialiser. Donc Cetra, qui était un jeu en print and play, va être rematérialisé, à l'instar d'un autre jeu qui était en print and play également et qui est sorti dans ces 3 dernières années, qui est Ex Nihilo. Donc je vous ai amené ici en fait le matériel d'Ex Nihilo donc, que je prévois. Donc j'ai acheté des billes plates, j'avais eu l'occasion de vous en parler la dernière fois, je les ai mises également dans un sachet. Mallory me dit les livres c'est des morceaux d'âme morte dont l'élévation ne suffit plus à fixer l'auteur sur l'horizon du monde. Je vois qui tu es maintenant Mallory. J'avais un doute, je sais maintenant à qui j'ai affaire. Oui, certainement. Le problème étant que les gens sont beaucoup plus enclins et encore aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, mon cher Mallory, sont beaucoup plus enclins à acheter des livres que à soutenir des auteurs via Patreon. La démarche aussi de télécharger des PDF est nettement moins habituelle. Et un PDF téléchargé, ce n'est pas un PDF matériellement présent dans la chambre, dans le lit de la personne. Il n'y a pas ce contact charnel en fait avec l'objet qui donne tout de suite envie d'en faire une partie. Et donc, force est de constater, hein, moi voilà, j'en ai fait les frais, que le PDF, eh bien, ça ne marche pas. J'aurai l'occasion sans doute de revenir avec moult détails sur le PDF, mais vraiment j'ai essayé, hein, ça fait 3 ans que j'essaye et ça ne fonctionne absolument pas. Y a pas de téléchargement, ça n'intéresse personne, à part il y a quelques fans de PDF bien entendu qu'on connaît dans la communauté rôliste, mais à part eux, eh bien ma foi, il semblerait que personne ne soit intéressé au PDF. Alors les gens qui sont fans de PDF sont très bruyants sur les réseaux sociaux parce que comme ils sont habitués au dématérialisé, comme ils sont habitués au virtuel, etc., ils sont aussi très présents, il se trouve que ce sont aussi des gens qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Le problème est que ma communauté à moi n'est pas présente sur les réseaux sociaux, elle n'y est quasiment plus. Et donc du coup, ces gens-là sont beaucoup plus sensibles aux sorties littéraires, aux sorties des livres, aux sorties de la matière en fait, que véritablement aux sorties PDF. Enfin, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais en tout cas voilà, le PDF pour moi ça a été un fiasco. Après je dis c'est pour moi, peut-être que pour d'autres personnes, ça fonctionnera parfaitement. Boudi, yes, c'est du potentiel. Merci Boudi, ça me fait vraiment beaucoup plaisir que tu dises ça. Je sais que tu as énormément joué. Je sais que si vous aviez eu la dernière partie et le dernier scénario, vous auriez même fini le jeu en fait à l'heure qu'il est. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion même de le playtester, de l'écrire. Donc vraiment, le jeu n'est pas fini. Donc vous avez été tellement rapide en fait avec Antoine que ma foi, j'ai pas eu le temps en fait
je l'ai pas fini à temps pour votre table, mais sinon je pense que vous l'auriez fini. Ouais, je sais bien que vous attendiez que ça pour le débrief, mais malheureusement, je suis pas dessus. Alors, tu me poses la question justement de l'écriture de la dernière question, de la dernière mission, pardon. Elle est pas écrite encore. J'ai encore des tas de doutes sur ce jeu. J'ai encore plein de choses à voir. Comme vous le savez, hein, c'est un jeu qui a été fait aussi pour parler des IA, des intelligences artificielles génératives, puisque l'Aleph Faire, qui est la matière qui fait l'objet en fait du jeu, est une intelligence artificielle qui fait du print en 3D en fait. Donc au lieu de lui demander en fait une image, on met quelques gouttes d'Aleph Faire sur un moteur cassé et l'Aleph Faire par données statistiques en fait va réparer le moteur. Et donc tout le jeu, tout l'univers du jeu est basé autour de cet Aleph Faire qui finalement utile à l'humanité pour tout. Tout est utile, enfin l'Aleph Faire est utilisé pour tout, même pour la reproduction, même pour le soin de plein de choses. Donc on verra que ça a des conséquences évidemment sur la logique sociale et culturelle de ces pauvres gens qui vivent autour de l'Aleph Faire. Et donc tout ça fait l'objet du jeu évidemment. Et donc du coup j'utilisais des intelligences artificielles génératives pour produire les dessins. Ça pose des tas de questions. Je vais voir, je vais peut-être finalement employer un illustrateur pour faire semblant d'être une IA générative. Enfin bref, je vais pas vous parler de la matérialité etc pour l'instant, mais il y a encore plein de travail. Et donc en fait, à vrai dire, Boudi, pour ne rien te cacher, je pense que c'est un jeu qui va mettre beaucoup de temps à sortir. Il n'est pas sorti, hein. Voilà, je pense qu'on est plutôt sur un rythme de publication. Je pense que s'il est sorti dans 6 ans, je serais content, tu vois, c'est genre ça. Salut Newtou, ça va la pêche? Arrakis, donc le souci plus qu'une communauté préexistante peut habituer au PDF, c'est plutôt que sans comme on en a discuté plein de fois, il y a moins d'entrées pour la dite communauté. Oui, alors je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il est possible que ce soit tout simplement un problème de communication. Alors le problème étant que la communication, ça se paye. La communication, ça se finance aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois auteur de jeux de rôle, de jeux de société, et auteur de pas un jeu de rôle ou un jeu de société. Moi je suis auteur maintenant de plusieurs jeux de société. Je sais pas si je sais pas si je suis arrivé à la dizaine, mais je dois être pas loin de la dizaine de jeux. Donc faire de la communication pour chaque jeu, c'est juste plus accessible aujourd'hui. Ou alors, ça voudrait dire que j'arrête de produire et que je deviens entièrement communicant sur mes jeux. Or ça, c'est pas tellement ma logique. Donc en gros, soit j'ai des moyens et je pourrais payer un communicant pour faire ce travail sur les réseaux sociaux et tout ça, soit j'ai pas les moyens, et là aujourd'hui, clairement, c'est le cas, et donc du coup, je peux pas tout faire. Et ça, c'est aussi une des limites de l'indépendance. C'est pareil, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, je vous expliquerai pourquoi progressivement, à titre personnel, je suis en train de revenir sur la notion d'indépendance. Comme vous savez, hein, j'ai été très longtemps, à travers les podcasts de la cellule, à travers mes positions d'auteur, j'ai été très très souvent un soutien infaillible de l'indépendance en jeu de rôle, et je le reste pour certains projets, bien évidemment, mais j'aurai l'occasion de revenir aussi sur les difficultés de l'indépendance à long terme. Être indépendant sur un ou deux projets, je pense que c'est faisable. Être indépendant toute sa vie et en vivre toute sa vie, eh bien, ça pose des problèmes. Et notamment, le problème dont tu es en train indirectement de parler là, François, Arrakis, c'est en fait le problème de la communication. C'est qu'au bout d'un certain moment, en fait, il y a tellement de jeux de sortie que on ne peut pas faire de la com de tous les jeux. On doit se contenter de faire la communication des jeux qui sont en cours. Or, à l'époque où Sens sortait, évidemment, ça m'a laissé 6 ans en fait quasiment pour faire la communication. Mais là aujourd'hui, les jeux que je sors étant plus modestes, j'ai moins de temps pour en faire une communication approfondie. Et puis en plus, ça suppose pour faire cette communication, quand bien même je pourrais faire, regardez, au départ j'avais fait donc le podcast de la cellule pour parler entièrement de Sens, j'avais fait le podcast du Val où je parlais entièrement du Val, mais après je peux pas faire le podcast d'Ex Nihilo, je peux pas faire le podcast de Vademecum entièrement consacré à Vademecum, le podcast entièrement consacré à Ex Nihilo. Enfin, je veux dire, vous imaginez, ça devient une inflation en fait de moyens et une exigence en temps qui est juste inaccessible pour un indépendant. Et donc du coup voilà en gros le point, c'est que au bout d'un certain moment sur certains projets il va falloir en fait, si je peux continuer à être indépendant sur des projets qui sont actuels et qui sortent en ce moment, mais je ne vais pas pouvoir continuer à être indépendant sur tous mes projets. Il va peut-être falloir que je cède certains de mes projets à des éditeurs, voilà, pour les faire, pour que eux en fait s'en emparent, pour que le grand public entre guillemets s'en empare, ou le public des éditeurs s'en empare, pour que je n'ai plus à faire cette communication là. Et donc ça signifie
signifie aussi céder certains droits sur certains des jeux que j'ai et qui sont aujourd'hui entre guillemets morts, au sens où ces jeux ne sont plus en train d'évoluer. Ils sont fixés maintenant pour l'éternité. Sens par exemple, c'est absolument impossible qu'il y ait un sens autre que ceux qui sont déjà sortis qui sortent. De la même manière, le Val, on imagine mal le Val 4 sortir, etc. Donc je pense qu'il y a certains jeux, ou le Village, regardez le Village par exemple, le Village qui est d'ailleurs un jeu qui attire quelques éditeurs. Le Village par exemple, c'est typiquement le genre de projet sur lequel il n'y a pas besoin entre guillemets d'être indépendant. Maintenant, il peut vivre de sa vie et donc être pourquoi pas racheté par un éditeur de jeux de société qui voudrait en faire un jeu de cartes individuel, etc., etc. Donc tout ça est possible, tout ça est en réflexion. Voilà, donc je suis en discussion avec certains éditeurs sur certains projets pour éventuellement céder mes droits sur certains jeux. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir, je reviendrai sur tout ça en détail. Une autre raison aussi, c'est que de toute façon, je n'en vends plus. Hein, comme je vous l'ai dit, j'ai vendu qu'un seul jeu cet été, un seul livre, pas un seul jeu, un seul livre. Ayant vendu qu'un seul livre, la question aussi de la faisabilité, enfin je sais pas comment dire, pas de la faisabilité, mais de la pérennité en fait de mon système se pose. Bienvenue Yurgel, bonjour à toi. Donc voilà, j'ai actualisé aussi le truc de Twitch là, les titres et tout ça, je sais pas si ça avait été fait. Voilà. Je sais plus de quoi je parlais. Donc la rematérisation des jeux, donc ça fait partie en fait des objectifs. Donc du coup pour Ex Nihilo, voilà, je suis parti sur, on est en train d'imprimer en fait avec Diazo, on est en train d'imprimer donc le matériel, donc qui sera constitué donc des billes que vous avez vues, constitué également donc d'un grand format des règles. Donc le livret, le dépliant en fait que vous pouvez télécharger, hein, vous pouvez le télécharger dès maintenant sur le site d'Ex Nihilo, que je pourrais d'ailleurs, hop, tant qu'on est en train de parler d'Ex Nihilo, que je pourrais d'ailleurs afficher. Donc sur le site d'Ex Nihilo, en fait, vous avez toutes les règles qui sont dans cet état accessible. Donc quand vous cliquez sur règles, vous avez donc les objectifs du jeu. Donc les objectifs qui rappellent sont 9 cartes qui vous permettent en fait de jouer. Vous avez donc les règles qui sont résumées. Donc c'est ce fichier là, ce grand format en fait, qui vous permet d'avoir toutes les règles accessibles en un seul regard. Et enfin les règles plus fouillées, on va dire façon le Val avec un peu d'histoire, un peu de lore. Pour avoir les règles. Alors oui, je peux pitcher le jeu si tu veux, Yurgel, tout à fait. Alors Ex Nihilo, c'est un jeu de création de cartes de monde et d'histoire, dans lequel chaque joueur va être amené à créer son propre monde qui est constitué d'un deck de 36 cartes, sur lequel figurent des objets, des concepts, des personnages qui sont chers à son monde. Autrement dit, chacun crée ses propres cartes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que chaque personne en fait est amenée à créer. Donc là avec moi en fait j'ai le classeur de tous les decks. En fait il faut savoir que quand les decks donc quand des gens en fait créent des decks sur internet, alors du coup je vais repasser en mode grand écran, enfin voilà comme ça. Donc il faut savoir que quand des gens en fait créent des decks sur internet, donc du coup ils peuvent les poster sur le site du jeu. Donc du coup en fait on a accès à la banque de cartes. En fait toutes les cartes qui ont été créées par la communauté d'Ex Nihilo est accessible en fait en une espèce de gigantesque banque de données. Et donc voilà, donc là on a par exemple le monde de... Ça c'est qui avait fait ça? RM l'arbitre, l'ermite et tout ça. Je me demande si c'est Garrick ou François, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps. Là, j'avais un jeu. Ouais, salut Mallory, merci beaucoup d'être passé, c'est trop sympa. Là, ici, donc j'ai un jeu en fait Âge de pierre. Donc voilà. Là, on a un jeu, c'est quoi ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, voilà. Bon, voilà, des decks d'Ex Nihilo. Bon, je vous les montre rapidement. Donc le coup d'invocation des cartes, donc c'est un petit peu jouer à Magic mais en version jeu de rôle quoi. On fait du Magic mais sauf qu'on oublie la version compétitive de Magic, le côté compétitif de Magic et on se concentre d'abord sur l'histoire des gobelins, des elfes, etc. Donc faut imaginer une espèce de Magic où le lore est beaucoup plus important en fait. Pour faire ça, je vous fais très simple. Ça c'est un jeu pirate qui a été fait par Kaseo Kidam, qui a beaucoup fait parler de lui à cause d'une carte qui a beaucoup fait rire la communauté. Est-ce que je vais la retrouver? Je ne sais plus où elle est. Qui s'appelle Coup de canon et le texte d'ambiance c'est juste boum, voilà, cette carte là, coup de canon, boum, voilà. Donc une carte en fait, donc Yurgel, pour te présenter une carte elle a un nom qui se lit donc en haut de la carte, elle a un texte d'ambiance
et elle a un coût d'invocation qui est ici. Et en fait, le texte d'ambiance, contrairement à d'autres jeux de cartes à jouer et à collectionner, le texte d'ambiance est super important. Il est beaucoup plus important parce que en fait c'est grâce au texte d'ambiance que tu vas pouvoir gagner des points grâce à... En fait en gros tu as 9 objectifs dans le jeu et tu dois avec tes cartes réaliser un des objectifs sans que ton adversaire se rende compte que tu es en train de réaliser cet objectif là. Et c'est lors du débrief en fait que vous allez toutes les deux échanger sur le lore que vous avez créé ensemble avec les cartes que vous allez pouvoir déterminer qui est le vainqueur, quel objectif est le vainqueur. Donc c'est un jeu de rôle en fait qui utilise des cartes, voilà. Donc c'est vraiment très particulier. Voilà, je te laisse lire, découvrir les règles du jeu. C'est voilà, c'est un jeu qui gagne à être connu. Le problème, c'est que du coup, pour jouer à ce jeu-là, il faut faire son deck soi-même. Et pour faire son deck soi-même, en fait, bah, ça nécessite de savoir un peu utiliser l'outil informatique, utiliser Word. Ça nécessite d'avoir une certaine confiance en soi aussi pour se dire, bah là, c'est bon, mon deck il est fini, il est fait. Et donc, du coup, c'était assez inaccessible, assez compliqué de jouer au jeu. Alors que ce qui était rigolo, c'était que quand on avait vu une partie du jeu, on avait noté que quand les gens regardaient une partie d'Ex Nihilo, en fait, ça leur donnait immédiatement envie d'y jouer et de créer leur propre carte. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il se trouve que sur YouTube, vous pouvez trouver une partie qui a été filmée. Donc une partie qui a été faite avec Yuan Fichet, donc qu'on a tourné, qu'on a filmé. Donc si vous voulez voir une partie concrètement, vous pouvez regarder une partie sur YouTube. Vous tapez Ex Nihilo dans YouTube. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, et donc vous tomberez très facilement sur la partie, les explications. J'ai fait une vidéo aussi, je crois, pour expliquer les règles. Enfin voilà. Donc vous trouvez tout ça. Donc du coup en fait ça nous a donné l'idée pour rematérialiser le jeu, de donner avec le jeu Ex Nihilo des cartes qui seront fournies. Alors là pour l'instant j'ai les billes, j'ai le manuel du jeu, regardez le manuel du jeu, donc il est déjà en fait en phase d'impression, hein. Ça c'est un proto, hein. Donc il est plein de défauts, vous voyez il y a un liseré noir là qui va évidemment disparaître, mais voilà, donc les règles du jeu seront présentées sous la forme d'un petit livret comme ça, avec des illustrations. Donc c'est un joueur d'Ex Nihilo qui m'a fait l'honneur de faire ces magnifiques illustrations. Il s'appelle comment dire, Thomas Chevalet. C'est le frère de Hugo Chevalet qui va d'ailleurs proposer comment dire, dans la version physique d'Ex Nihilo, il vous proposera en fait son jeu, son deck à lui, le deck d'Hugo, et vous aurez également le deck d'Antoine Morgenthaler dans le jeu. Antoine Morgenthaler qui offre donc à la version physique d'Ex Nihilo un petit supplément qui s'appelle la guide de création de monde, donc qui est écrit par Antoine Morgenthaler et qui en fait est une aide de création de monde. C'est-à-dire que Antoine s'est dit que si Ex Nihilo... Alors, il faut savoir que Hugo et Antoine sont tous deux des fans absolus d'Ex Nihilo. Ils y jouent régulièrement tous les deux. Ils essayent d'évangéliser le monde entier sur Ex Nihilo. Voilà, et donc du coup, ils se disent, mais pourquoi diable ce jeu n'est pas plus connu que ça? Ils sont très surpris que le jeu n'ait pas eu plus de retentissement que ça, parce que comment dire, il trouve que vraiment le jeu propose un enjeu autour de la narration, une compétition autour d'une certaine forme de créativité et de poésie dans les cartes qui n'est jamais vue dans aucun autre jeu. Et donc du coup, ils ont eu envie de militer pour le jeu. Alors Hugo en me proposant un deck, Thomas en proposant des illustrations pour le jeu, et enfin donc Antoine en proposant quand même carrément un guide de création de monde pour la version physique d'Ex Nihilo. Donc dans la version rematérialisée d'Ex Nihilo, hein, qui sortira très bientôt, vous aurez donc le livre de règles, le supplément d'Antoine, donc qui vous aide qui vous guide vers la création de monde, le dépliant total des règles, les objectifs qui seront donc matérialisés sous la forme de cartes, les petites billes pour jouer, et vous aurez 2 decks prêts à jouer, donc qui ont été créés par des fans absolus d'Ex Nihilo, donc des decks qui ont été faits pas pour des experts, mais au contraire pour des gens qui ne connaissent pas, de façon à pouvoir réaliser un peu tous les objectifs du jeu et tout ça. Donc ça a été vraiment pensé
pour la pédagogie, pour l'accessibilité, pour vous donner envie en fait d'abord de tester le jeu, playtester le jeu avec des decks qui sont pas à vous, et ensuite, si possible, eh bien de vous faire créer vos propres jeux. Et donc je ne remercierai jamais assez Hugo, Thomas et Antoine pour leur enthousiasme sur le jeu, parce que moi j'étais prêt à abandonner, il y avait vraiment beaucoup de personnes enfin, comment dire, personne n'avait téléchargé le PDF à part eux, enfin il y avait quelques gens qui l'avaient téléchargé, mes amis, etc., des proches, mais le jeu n'avait eu vraiment pas beaucoup de succès, il faut quand même le dire. À part, si quand même, il y avait eu quand même pas mal d'engouement en fait à la création du jeu. Il y avait eu des outils de création de cartes qui avaient été fournis par Garrick, Kaseo Kidam avait mis pas mal la main à la pâte aussi, François, toute la communauté en fait de Sens était à fond en fait sur Ex Nihilo. Mais c'est vrai que le jeu n'était pas, on va dire, sorti de ma petite communauté. Et donc il faut lui donner sa chance, je pense. Et donc la rephysicalisation du jeu, la rematérialisation du jeu et à mon avis une bonne chose à faire. Alors j'avais envie de vous proposer avec Ex Nihilo des cartes qui soient des vraies cartes entre guillemets, fabriquées par un quartier, un peu des cartes à l'image de celles que produisent Magic. Donc j'ai demandé des devis à plusieurs quartiers de France parce que je ne veux absolument pas faire fabriquer ça aux États-Unis et encore moins en Chine, vous vous en doutez. Donc j'ai essayé en France, j'ai essayé en Espagne, j'ai essayé en Allemagne et hélas, 3 fois hélas, en Belgique aussi, 3 fois hélas, il se trouve que les quartiers ne discutent pas avec les auteurs et avec les créateurs tant qu'ils n'en produisent pas 3000 exemplaires. Et j'ai vraiment essayé de tout négocier. J'ai même accepté à un moment donné d'en faire 3000 exemplaires, mais il se trouve que les gens qui m'ont répondu, en fait, enfin, je pense, ne m'ont pas trouvé suffisamment sérieux pour en fait m'accorder juste du temps. Et donc, du coup, au bout d'un certain moment, mes mails sont restés sans réponse. Ça me rend extrêmement triste de voir qu'aujourd'hui, en fait, en France, un auteur indépendant de jeux de société ne peut pas produire ses propres cartes s'il ne produit pas 3000 exemplaires. Donc, du coup, les cartes seront 3000, c'est complètement abusé, je suis complètement d'accord. Donc, du coup, les cartes seront produites comme les cartes de Vademecum. Elles seront produites par Diazo directement. Ils vont recevoir une machine en fait pour découper les cartes. Donc les cartes seront de moins bonne qualité que prévu. Elles seront pas à la hauteur de ce que j'avais envisagé au départ. Mais que voulez-vous, j'y peux rien. Je ne trouve personne pour fabriquer ces cartes, si ce n'est évidemment des imprimeurs chinois et compagnie. Oui, là, si vous allez en Chine, il n'y a pas de problème. Vous en trouvez des trucs en ligne aussi ultra polluants, ultra chers qui vous imprime vos cartes et tout, vous en trouvez, mais seulement voilà, vous savez que la fabrication elle est pas neutre en carbone et ça, moi je ne veux pas, vous le savez, je tiens absolument à ce que mes jeux respectent des contraintes à la fois d'écologie, des contraintes locales. Je veux produire en France, je veux que les gens qui soient payés payent leurs impôts en France, je veux rétribuer le système social français et ne pas encourager le dumping social, la délocalisation à tout crin dans des pays en voie de développement. Non, non, non et encore non, je ne veux pas que mes jeux soient l'occasion de faire ça. Ce sera sans moi, donc je préfère vous livrer, tant pis, des cartes peut-être cartonnées, elles seront quand même assez jolies, les cartes de Vademecum sont pas non plus moches, sous des decks protecteurs vous verrez, ça fait largement l'affaire. Je préfère vous proposer ce type de produit plutôt que de devoir faire quelque chose qui me va pas, et voilà, et vous le savez très bien, et vous me connaissez, et vous savez que ce sera comme ça, que ce sera pas autrement, et voilà. Je lis rapidement, vous avez fait plein de commentaires. Alors j'ai vu que Yurgel avait été... il y a un mode automatique qui a repris Yurgel parce qu'il avait dit j'ai fini la cocotte, et donc il a considéré que c'était comment dire, un commentaire misogyne. Parler d'origami, sinon, voilà, je sais pas pourquoi. Là, le mot cocotte est souligné. Bouddhique à l'habitude de Twitch, tu vas peut-être me dire. Le mot cocotte est souligné, il y a écrit que le modo automatique a considéré que c'était un message misogyne, alors qu'on parle de cocotte en papier. Donc voilà, nous parlons de cocotte en papier, pas de cocotte, non, nous ne sommes pas misogynes ici, loin de là. François, qu'est-ce que tu me dis? On y joue régulièrement quand je trouve des amis, mais c'est vrai que ce jeu, donc j'imagine que tu parles d'Ex Nihilo, intimide les non-rôlistes ou même des rôlistes qui se sentent pas à l'aise avec cette grande liberté créative. Je suis parfaitement d'accord, je pense qu'une fois que les cartes seront dans les mains des gens, je pense, il y a de fortes chances pour que ça améliore l'accessibilité. On fait tout pour vraiment désintimider les gens vis-à-vis de ça. Salut Alexine 1895.
Donc voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. En tout cas, voilà, rematérialisation d'Ex Nihilo, chapitre clos. Rematérialisation de Cetra, chapitre clos également. Allez, je voulais parler avec vous des jeux que j'ai, des livres et des jeux que j'ai reçus cet été. Cet été, j'ai eu la chance de recevoir des jeux formidables et je veux à tout prix qu'on en parle. Je vais fermer les onglets inutiles. Alors le premier, ah ben voilà, c'est Magie de minuit. Alors Magie de minuit. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce jeu. Donc ça c'est un jeu de rôle qui utilise en fait les tarots de Marseille comme système de résolution des actions. Si vous ne l'avez pas encore acheté, pour moi c'est un must-have de l'indépendance francophone de ces dernières années. À l'instar de les petites choses oubliées de Sylvie Guillaume Beclet et de Christophe Guillaume Beclet, dont je trouve le packaging même s'inspire. Vous avez un petit écrin. Alors attendez, je vais vous repasser en vidéo, en grande vidéo. Vous voyez, vous avez un petit écrin comme ça, de velours. Ça s'ouvre comme ceci, et à l'intérieur, donc comme une enveloppe en fait en papier, à l'intérieur vous avez des cartes, des tarots de Marseille, somptueux, vraiment somptueux. Voilà. Ça, c'est du très beau travail. Vous avez, d'ailleurs, je sais pas comment il a fait du coup ces tarots de Marseille. Je pense que ça doit pas être, je sais pas. Ou alors il a un contact, il faudra qu'il me le donne. Magie de minuit. Donc voilà, les règles du jeu qui tiennent sur un tout petit format. C'est la moitié d'un A5. Hein, donc voilà. Donc voilà, regardez, c'est super bien expliqué. C'est beau, la mise en page, elle est vraiment. Ah oui, non, non, là, je suis fait. Alors oui, là, Jurgel, je suis à fond dans la fétichisation de l'objet. Et je suis à fond dedans. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que c'est un jeu, comme les petites choses oubliées, c'est un jeu sensible. C'est un jeu qui est doux. Et le paquet est doux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que là, je suis un peu fétiche de l'objet? Parce que ça a du sens. Ça a du sens parce que l'objet, en fait, Magie de minuit, il est cohérent avec le propos du jeu. Et ça, pour moi, c'est important. De la même manière que je suis fétiche de Thomas Munier, par exemple, et de ses fameux livres avec des pointes dedans, parce que ça a du sens avec la démarche créative qui est celle de Thomas. De la même manière, là, Momie Magique nous donne l'occasion de toucher sa volupté, sa douceur. En fait, presque, c'est presque, on est presque dans la sécurité. On est déjà dans un élément presque de sécurité émotionnelle. Il est clair que quand on achète un jeu comme ça, on n'attire pas les fans de 300 ou les virilistes. Voilà. On est clairement dans un objet qui va attirer des personnes qui sont attirées par la rêverie, la poésie, la douceur des mots, etc., etc. Et donc là, pour moi, l'objet, en fait, il a une signification. Et puis par ailleurs, Jurgel, je te rassure tout de suite, il se trouve que j'ai eu l'occasion de tester le jeu au cours d'un podcast qui est d'ailleurs au cours d'un actual play même qui a d'ailleurs été filmé sur la chaîne d'Olshad d'ailleurs qui stream ce soir et donc il peut pas être là mais donc il nous a proposé en fait une partie avec Momie Magique donc l'auteur du jeu et mais j'ai kiffé, j'ai trouvé ça vraiment bien et vous pouvez voir tous mes retours donc on n'a pas fait de podcast de la cellule sur le jeu mais tous mes retours critiques sur Magie de minuit sont dans l'actual play donc je vous invite à aller le voir, c'est sur la chaîne de chat. Je sais pas si est-ce que je l'avais mis de côté là? Non, je l'avais pas mis de côté. Mais voilà, vous allez sur la chaîne de chat, vous allez voir donc où vous tapez Magie de minuit. De toute façon, si vous tapez Magie de minuit sur internet, parce que je sais parce que je l'ai fait tout à l'heure, Actual Play, vous tombez en troisième proposition. Il y a des gens qui jouent à Magie de minuit bien sûr, mais il y a aussi notre propre Actual Play qui est en ligne. Donc voilà, donc là vous avez la page en fait angeldustjdr.com. Angeldust qui est un ancien joueur de Sens d'ailleurs que je salue au passage, hein, qui est un auditeur régulier de la cellule.
et qui aujourd'hui en fait a transformé une partie de son site en un soutien pour les auteurs et autrices indépendantes. Moi je trouve ça formidable et il a notamment donc du coup aidé à la création de, enfin à la promotion de Magie de Minuit via ce petit crowdfunding là qui a été fait. Et donc vous pouvez encore acheter le jeu. Franchement, foncez, c'est génial. C'est génial, c'est des indépendants, ils sont français, c'est beau ce qu'ils font, c'est profond, c'est doux, c'est du jeu de rôle, c'est pas du jeu de rôle à papa, c'est du jeu de rôle qui innove, qui cherche en fait à sortir des sentiers battus. C'est ce qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir. C'est bon, c'est parti, c'est faut, ça c'est à faire, c'est à acheter. En plus, vous avez vu, je vous ai montré, l'objet est magnifique. Moi, je l'ai acheté tout de suite. Je trouve ça vraiment formidable. Ça a l'air si beau. Oui, c'est très beau, Songe Nébuleuse. C'est très très beau. Tac tac tac. Euh, ah ok, oui, très bien. Comme toi qui héros. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Comme toi qui héros d'argile. Exactement. On est exactement dans dans la ligne de ces jeux-là, de ces jeux alternatifs-là. Voilà. Donc ça c'est formidable. Magie de Minuit, il faut y aller, faut foncer, c'est formidable. Voilà. J'ai dit, j'ai dit. Et parce que pourquoi? Parce qu'en fait le jeu de tarot par la suggestion ésotérique qu'il produit invite en fait à la rêverie, à la poésie, et invite à nous comment dire euh, à nous intégrer, à nous, je cherche le mot. Ah, putain, j'ai perdu mon mot. Mais à nous investir dans les cartes, je sais pas comment dire, à devenir des personnages de ces tarots de Marseille. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant de ce point de vue-là. Et puis c'est un système de résolution vachement original. C'est un système de guidage des scènes et des actions qui est hyper original, très libre, et en même temps, très libre, mais en même temps, c'est pas n'importe quoi non plus. Enfin, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc voilà. Alors, je voulais vous parler de quoi? Ah oui, je voulais vous parler de... Parce que la dernière fois, donc je vous avais dit, donc vous le savez, que j'ai été invité par Martin pour les conversations rôlistes. Donc on a échangé longuement sur les sources d'inspiration de Trip to Sky. Et à cette occasion, j'étais un foutu capable de citer ces jeux correctement. Et donc je voulais vous dire quand même que, voilà, je les ai à la maison, c'est juste que ce jour-là, j'étais un peu fatigué, j'avais mal travaillé mon émission. Donc je voulais quand même vous montrer les jeux de Com Martin. Donc le premier jeu de Com Martin que personnellement que j'ai acheté, c'est Cités abîmées, même si le premier livre qui m'avait marqué de lui, c'était ce livre avec des pages qu'on peut déchirer pour former un labyrinthe, là où j'avais trouvé ça déjà très très original. Les Cités abîmées, bah, on est exactement, donc là c'est un jeu qui a été édité chez Dystopia Édition, mais on est exactement dans la droite ligne des jeux de Momie Magique, donc de Magie de Minuit. On est sur des jeux sensibles, doux. Là ici, on n'utilise pas un jeu de tarot, mais un jeu de cartes pour créer la cité abîmée qu'on va explorer. La narration du livre et la façon dont on rentre dans les règles du jeu, là aussi, c'est pas un manuel de machine à laver. Il y a une espèce de poésie qui s'en dégage. On arpente en fait les règles comme un voyageur à bord d'un train voit défiler des paysages. Donc c'est vraiment très intéressant dans le fond et dans la forme. Là aussi. Donc comme Martin, Les Cités Abîmées, un jeu. Donc celui-là je l'avais depuis longtemps, mais celui que j'ai reçu donc cet été. Donc après avoir fait notre petite conversation rôliste, je me suis permis d'acheter donc Aventure à plume, hein, donc le jeu de rôle de Comartin, parce que il se trouvait que mes enfants étaient fans, enfin sont toujours d'ailleurs fans de Picsou Magazine, ils aiment beaucoup Picsou Magazine, tous ces trucs-là. Et donc du coup, j'avais vu que Com Martin avait publié un jeu donc qui s'appelait Aventure à plume, qui est un jeu pour jouer des aventures comme dans les Picsou Magazine. Donc du coup, je l'ai acheté. Je l'ai lu. Là aussi, il y a plein de bonnes idées, à la fois dans la mise en page, dans les archétypes de personnages. Je trouve qu'il y a une connaissance et une finesse. Attendez, je vais, euh, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Hop, donc là pareil, il y a en fait, alors je ne l'ai pas encore testé, c'est pour ça que je ne vous parle pour l'instant que de mise en page, d'archétypes de personnages et de système de jeu, parce que je ne l'ai pas encore enfin de système de règles du jeu, parce que je ne l'ai pas encore playtesté.
donc j'ai pas encore testé in vivo, mais voilà. Donc le livre est présenté vraiment abondamment illustré, présenté comme un manuel très accessible pour les enfants. On invente l'objectif du jeu, Yurgel, dans donc Aventure à Plume, c'est de construire une aventure à la façon des aventures qui étaient présentes dans les BD Picsou. Pas uniquement comme dans la bande à Picsou. Dans Donald aussi, dans certains, ça peut être des choses, comment dire. Il faut savoir que dans les Picsou Magazine, il n'y a pas que du Picsou. Il y a du Donald, il y a plein de personnages en fait, canards, et chaque personnage. Alors, récemment, j'ai vu mes enfants, ils lisaient des petites nouvelles avec donc des personnages avec des becs de canard, etc., qui reprenaient en fait des contes d'horreur de la Hammer. Ça s'appelait Histoire cauchemardesque ou un nom comme ça. Et donc du coup, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet pour les enfants de les initier à du Lovecraft, à des films d'horreur, à de l'horreur, à du fantastique, à des choses comme ça, à travers une bande dessinée qui est totalement safe, totalement, comment dire, accessible pour des enfants de leur âge. Et donc je trouve ça très intéressant même sur le plan culturel, c'est-à-dire que ça permet d'accéder en fait à un certain type de la littérature fantastique notamment, hein, parce que Picsou, on va pas se mentir, il y a beaucoup de... par exemple, Picsou c'est très Indiana Jones, chasse au trésor, pyramides oubliées, trésors perdus dans l'Amazonie, enfin il y a un côté roman d'aventure en fait à la Indiana Jones quoi. Là où par exemple les contes d'horreur là dont je vous parlais c'était plutôt des trucs à la Hammer, mais à chaque fois en fait ce que je trouve intéressant c'est qu'ils reprennent avec des canards des styles littéraires ou des comment dire des types de fiction, je sais pas comment le dire autrement, pour en faire des œuvres accessibles pour les enfants. Et donc c'est exactement ce que nous propose Aventure à Plume, c'est-à-dire un peu de choisir la thématique et de reproduire en fait vraiment des bandes dessinées comme dans Picsou Magazine, quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement. Et donc voilà. Donc il y a un côté aussi vachement frais dans la façon dont le jeu est présenté parce que il y a une touche qui est donnée et une accessibilité qui est donnée, y compris aux enfants. J'aimerais bien le tester avec mes enfants pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Et là aussi, on n'est pas dans du jeu de rôle traditionnel. Il y a plein d'éléments, comment dire, qui viennent de la façon même dont on crée son personnage, de la façon même dont on décide collectivement du contrat social de la partie, etc., etc. Donc c'est un jeu plutôt collectif, voilà. Donc, je trouve ça super intéressant. Je reprends donc. C'est quoi le système de résolution? Il y a une mécanique. Écoute, je l'ai lu au tout début de l'été. Et donc il faudrait que je me replonge dedans pour t'en parler vraiment précisément. Mais de toute façon, je vais sans doute en faire un podcast de la cellule, hein. Et donc du coup, j'aurai l'occasion d'y revenir et de faire aussi mes critiques. Voilà, et d'en parler, hein. Donc je préfère ne pas Là c'était juste pour vous montrer comme ça rapidement, vous en parler, vous dire ça existe, voilà ce qu'on peut faire avec. Pas tellement à rentrer dans les détails parce que sinon l'émission va durer des heures et j'ai envie qu'elle soit un petit peu rapide, un peu courte. Les autres livres que j'ai reçus, ce sont les livres dont je vous avais parlé et dont on vous avait parlé dans le dernier podcast live Twitch qu'on a fait sur le village. Je vous rappelle, on avait invité Guillaume Rioux et Thibaut Rioux. Et Thibaut Rioux, donc, est le directeur de publication de certains livres d'une série qui s'appelle Arcana Naturae, qui sont en fait des séries d'articles consacrés à l'ésotérisme et qui sont, voilà, donc là par exemple l'illusionnisme, la magie. Ici on a sur les médecines occultes, les sciences et la magie au féminin. Donc ça c'est un livre qui pourrait beaucoup plaire à celles et ceux qui ont aimé Les sorcières de Médavie de Jérémy Klein, et celui-ci sur Secrets, occultes et merveilles. Donc voilà. Alors j'ai eu l'occasion de lire quelques articles de cette série. C'est vraiment extrêmement documenté. C'est des recherches universitaires sur les sujets. Donc il ne s'agit pas de revues de zinzin ou de trucs complotistes ou je ne sais quoi. C'est vraiment donc des universitaires qui travaillent sur l'occultisme. Donc on est vraiment dans le type de truc que aiment beaucoup des gens comme mon voisin Pierre Lagrange, etc.
On est sur ce type de recherche. C'est vraiment très très intéressant. Donc là, bah, je les parcours, mais vous avez vu, hein, c'est fat. Le défaut en fait de cette série de bouquins, c'est qu'elle est imprimée en Italie et que elle est très très chère. Elle est très 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 chère. Je crois que c'est 30 euros le livre, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, là vous voyez les couvertures peut-être parce que je vous ai montré à la caméra bêtement, mais c'est vrai que je les ai là. Donc voilà, ici on a donc Secret occulté merveille. Et on a et donc les livres, je les ai payés une fortune, hein. Il y en a certains que j'ai payé 40 balles, 45 balles, enfin, c'est très cher. Euh, c'est pas facile d'accès, hélas, pour l'instant. Mais bon, on aura l'occasion. Là aussi, j'ai invité Thibaut à venir participer à la cellule cette année. Donc on aura aussi sans doute l'occasion de reparler de tous ces bouquins, de parler de certains articles, de faire des zooms. Vous savez, hein, l'occultisme, ça m'intéresse, ça me passionne. Je pense que vous aussi, en tant que rôliste, ça vous passionne. Et que par ailleurs, je suis très intéressé par la sociologie et l'anthropologie et notamment autour des sujets de l'occultisme et compagnie, puisque, comme vous savez, ça m'arrive très souvent de discuter, y compris sur ces Twitch, avec Pierre Lagrange, qui est mon anthropologue préféré. Donc voilà. Donc c'est des choses qui m'intéressent, vous le savez, et j'aurai l'occasion évidemment d'y revenir avec Thibaut. D'ailleurs, j'ai invité aussi une anthropologue à venir nous présenter son sujet, et pareil, ça va parler apparition du Bodhisattva, des choses comme ça. Donc restez branchés sur tous ces sujets. Moi, je trouve que c'est passionnant. C'est des sources d'inspiration. Souvent, on me dit, mais quel est le rapport avec le jeu de rôle? Non, mais franchement, science et magie au féminin, vous voyez pas le rapport avec le jeu de rôle. L'occultisme et tout ça, vous voyez pas le rapport. Moi, je le vois direct dans la mesure où ce sont des sources d'inspiration intarissables. L'occultisme, c'est une source d'inspiration intarissable pour tous les romans fantasy, fantastiques qui forment la culture populaire qui elle-même a engendré le jeu de rôle. Donc tous les jours, en fait, il faut se renseigner sur ces matières. Tous les jours, ça a un lien avec le jeu de rôle, évidemment. Donc pour moi, ça ne fait pas de doute. Et j'aurai l'occasion d'essayer de vous en convaincre si vous n'êtes pas déjà convaincu. Mais je pense que si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes déjà convaincu par ce sujet. Donc voilà, le travail de Thibaut Rioux, Arcana Naturae, ça fait partie des livres que j'ai reçus et que j'ai commencé à lire et dont on va sans doute parler dans la cellule. Alors ça c'est une des actus dont je voulais parler avec vous évidemment, c'est le grand retour de la cellule. Donc vous avez vu, hein, que l'année dernière, donc pour clôturer la saison qui n'a pas existé, hein, puisqu'il n'y a quasiment pas eu de podcast la saison dernière, nous avons diffusé un premier podcast sur Trip to Sky avec donc le débrief complet de la campagne d'Antoine Morgenthaler de Trip to Sky, avec Natacha, avec Adrien, avec plein de podcasteurs et de podcastrices que vous connaissez. Et donc, du coup, ce podcast annonce le retour de la cellule. Cette année, la cellule de retour, on essaiera de poster un podcast par mois. Moi, j'espère même pouvoir faire ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire dire c'est quasi mensuel, mais en fait, être plus sur un rythme de publication de 2 podcasts par mois. Par contre, il faut que vous sachiez que moi, à titre personnel, c'est pas que j'en ai marre du jeu de rôle, c'est pas ça, mais c'est que on a testé du jeu de rôle pendant 15 ans, donc il y aura peut-être un peu moins de jeux de rôle et un peu plus de jeux de société. On va commencer à s'intéresser un petit peu plus aux jeux de cartes et aux jeux de société à la cellule, mais bon, pour vous, ça ne changera rien. Ce sera toujours des critiques, toujours des analyses de jeux de société, de jeux de rôle, etc. On va essayer aussi de raccourcir la durée des podcasts pour condenser un petit peu plus nos propos de façon à ce que ce soit moins long. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Théoriquement, on devrait enregistrer aussi les podcasts plus proches de leur diffusion. C'est-à-dire que l'enregistrement aura lieu et la diffusion aura lieu la semaine d'après. Ce qui nous permettra potentiellement de parler d'actu, de réagir en fait aux actus chaudes, etc., etc. On me demande si je vais monter les épisodes dans le chat. Non, je ne monterai pas les épisodes. Ils seront toujours comme d'habitude en live. C'est juste qu'on se donne 1 heure d'enregistrement cette fois-ci et non plus
1h30 ou 2 heures comme on faisait avant. Voilà, on va essayer de condenser nos propos. Et puis comme on parle de jeux de société, ma foi, ce sera peut-être aussi plus simple. Ce sera plus souvent. Hein. Je dis, attention, on va continuer à parler de jeux de rôle. Hein. Il y a encore plein de jeux de rôle de prévus dans le podcast de la cellule. Hein. Je vous rassure complètement. Ça va encore constituer une grande partie de la cellule. Hein. Un tiers, peut-être plus. Voilà. Mais comme on n'aura pas la fiction et tout ça, j'ose espérer que pour les jeux de société, ce sera plus rapide. Mais je peux... oui, des fois ça durait 3 heures, nous dit Jurgel dans le chat. Exactement. Donc là, on va quand même essayer de... Oui, je sais, Darky, que tu as plein de jeux de société à apporter à la cellule. Ça fait partie de ce que je compte bien faire. Hein. Je compte sur toi, je compte sur Jérémy pour nous apporter des tas de... Des tas... Darky nous dit dans le chat qu'il ne croit pas au podcast plus court. Bon, écoute, on va essayer. On va faire ce qu'on peut. Moi, vraiment, je pense que c'est une contrainte forte aujourd'hui. Les gens n'ont plus autant de temps à consacrer à l'écoute d'émissions, etc. Je pense que si on veut être plus accessible Darky, il faut qu'on raccourcisse la durée de nos émissions. Parce que un podcast de 2-3 heures, même en x2, ça reste quand même très très long. Alors qu'un podcast de 50 minutes, d'une heure, en x2, ça passe quoi, tu vois, ça fait 25 minutes de ton temps, ça fait un trajet, c'est un trajet de métro, je pense que c'est beaucoup mieux. Moi j'y crois pour une raison très simple, c'est que même moi, tu vois, je vais la mettre un peu en veilleuse, je vais essayer d'aller moins voilà, dans les détails, machin, etc. Et je pense que sur le jeu de société Darky, on est capable de faire plus court, honnêtement. Mais pour faire sa vaisselle et le ménage, c'était mieux 3 heures. Alors, mais rassure-toi, Jurgel, imagine que tu auras encore... Donc, la cellule va reprendre. Il y aura encore les Twitch. Il y a le podcast 3 Trolls. Je vous rappelle que qu'on anime avec Gogots et Globo. On anime encore tous les jeux... Enfin, un jeudi par mois, un podcast 3 Trolls, qui lui fait souvent 3 heures, il faut le dire, ou 2 heures. Stéphane Sévénaire d'ailleurs, qui participe beaucoup au podcast 3 Trolls et à la cellule également. Merci beaucoup Stéphane Sévénaire hein, pour ton soutien. Ça me fait tellement chaud au cœur. Je te vois, tu partages toutes mes publications. Ça c'est voilà, Stéphane Sévénaire, ça c'est quelqu'un d'exemplaire. Voilà, c'est quelqu'un, il partage toutes les publications. Il y en a besoin. Un indépendant, il a besoin en fait de gens comme Stéphane Sévénaire et tu partages toutes les publications, tu soutiens tout ce que je fais. T'es toujours au top. Franchement, merci, mais merci 1000 fois parce que vraiment tu vois, c'est tout con, ça te coûte rien, ça prend 5 secondes de mettre un petit favori sur Mastodon, de retweeter, de faire un truc comme ça vous coûterait tous rien du tout, 5 secondes, 30 secondes, mais ce like, ce retweet, ce truc, il est tellement précieux pour moi, merci beaucoup, hein. Franchement tu fais partie des gens qui sont mes soutiens fidèles et merci 1000 fois Stéphane, c'est au top. Depuis que j'ai dit que j'allais la mettre en veilleuse, Stéphane Sévénaire et Darky Ben y croient de moins en moins. Je vois que je perds en crédibilité au fur et à mesure. Heureusement, je vois que le nombre d'auditeurs monte, mais que la crédibilité descend. Donc il y a un rapport antiproportionnel entre mon absence de crédibilité et le nombre d'auditeurs. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse pour faire du buzz, c'est effectivement me mettre tout nu. Je pense qu'en fait, Vincent Mainviel a raison. Faut se mettre à poil. Perdre totalement ma vertu, ma crédibilité pour voilà. Mais, bon, je suis pas prêt à faire ça, je vous rassure. Mais voilà. Mais merci beaucoup Stéphane Sévénaire, merci Darky pour vos encouragements, c'est super. Et je suis sûr qu'on va réussir à faire des podcasts tout court Darky, j'en suis certain, pour des raisons aussi de contraintes horaires, qui est que je veux qu'on ait fini à minuit. Il y en a marre aussi de se coucher à pas d'heure. On a tous maintenant des contraintes. Voilà, toi comme moi, on a des enfants maintenant, on peut plus s'amuser enfin, c'est plus possible de faire la cellule comme on la faisait avant, on finissait à pas d'heure, etc. Et pour ceux qui seraient nostalgiques de cette cellule-là, n'hésitez pas, hein, tous les podcasts sont en ligne, hein, on vous les a tous mis en ligne d'un seul coup avec Darky. Plus de 500 podcasts, je ne sais pas, il y a des centaines de podcasts accessibles sur YouTube de la cellule, des centaines de podcasts entièrement gratuits, c'est facile, c'est accessible. Vous pouvez donc, si vous vraiment on vous manque, si la longue cellule vous manque d'analyse, et tous ces podcasts sont encore d'actualité, toutes les critiques qu'on a faites sont des jeux qui sont encore intéressants, qui peuvent être encore joués.
joué, qui ont fait partie de l'histoire du jeu de rôle et qui en font encore partie. Donc vraiment, n'hésitez pas. La cellule reste toujours accessible. Et donc voilà, on va essayer de la faire vivre cette année. Et je pense que on est bien parti. Voilà. La cellule revient. La cellule revient, c'est pas formidable ça. Ah là là là, moi ça me fait trop plaisir, hein, franchement, de refaire la cellule, ça va être tellement génial. Et sachant que ça ne met pas fin à 3 trolls. Donc en plus, encore une fois, vous avez 3 trolls si vous voulez encore des trucs longs, etc. Des discussions et tout. Endiablé, animé, parce que vraiment il y a du débat avec Lobo et Coco, ça y va quoi, on y va franco quoi. Donc vraiment il y a matière, Urgel, la cellule est là, et puis voilà. Et puis je pense qu'il vaut mieux 2 épisodes courts de la cellule par mois que pas d'épisode du tout comme cette année, ou un long épisode mais tous les 2 mois, voilà. Donc je pense que dans tous les cas, vous serez gagnant, chers amis, chers auditeurs. Merci Urgel pour ta passion et ta fidélité. Ah, c'est pas parce que je critique ta proposition qu'elle ne me fait pas chaud au cœur. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des auditeurs qui nous écoutaient pendant 3 heures. C'est tellement chouette, tellement chouette. Merci beaucoup. Et voilà, et ben la dernière chose sur laquelle je voulais revenir avec vous tout de même, parce que quand même, c'était quand même le truc rigolo de cet été. C'était, je voulais revenir avec vous bien sûr sur les cocottes. Les cocottes hein, qui ne sont pas une réflexion misogyne. Hein, les cocottes qui sont les cocottes dont vous êtes le héros. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cocotte dont vous êtes le héros? J'en ai une ici. Donc vous voyez, moi en général, alors attends, hop, faut que je repasse comme ça. Donc vous voyez, moi en général, voilà comment je les présente. Donc elles sont dans des petits sachets comme ça, avec un petit dé. Tac. Alors je vais pas rematérialiser les cocottes, hein. Je les imprime moi-même et moi je les mets dans des petits sachets comme ça. Éventuellement peut-être j'en laisserai traîner dans des conventions des salons, des petits j'imprimerai des petites cocottes et tout. Mais ça prend 15 plombes à plier. Parce qu'une cocotte, ça fait, en fait, c'est pas une cocotte. Les cocottes dont vous êtes le héros, c'est 5 cocottes. Hein, vous voyez, c'est 5 cocottes comme ça. Alors la première cocotte qui est sortie, donc c'était la cocotte sur l'appel de Cthulhu. Donc la cocotte que vous voyez ici, donc vous pouvez télécharger. Donc les cocottes sont entièrement gratuites, hein, c'est quelque chose que vous pouvez télécharger en PDF. Pareil, c'est du print and play. Et donc vous pouvez les télécharger, vous les photocopier. En fait, elles vont se présenter. Je sais pas si je peux vous télécharger ça rapido. Et puis tac. Je vais vous en montrer une. Comment ça se présente? Une cocotte. Tac. Tac, je vais vous mettre une cocotte. Voilà, ça se présente comme ça, la cocotte. Pif. Donc vous voyez, en fait, vous avez un petit pitch qui vous explique en gros ce que c'est que la cocotte. Un petit peu les règles du jeu. Voilà, les règles du jeu d'une cocotte dont vous êtes le héros, c'est toujours les mêmes. Vous avez un D6 qui va vous servir de PV. Vous placez devant vous. Et puis ensuite, vous allez jouer avec la cocotte en comptant le nombre de pas que vous faites dans le lieu où vous êtes. Donc, par exemple, là, j'ai la cocotte devant moi qui s'appelle Cocotte et Cocotier, qui est la cocotte des pirates, qui n'est pas encore sortie, hein, je vous rassure, elle va être... Alors celle-là ne sera pas accessible gratuitement sur... elle sera accessible qu'au Patreon, cette cocotte-là, la cocotte et Cocotier, là. Alors, en fait, vous posez un D6 devant vous, qui va être les points de vie. Vous demandez à quelqu'un, un maître de jeu, en fait, de vous faire la cocotte pour vous. Donc, il y a un mec qui fait la cocotte et l'autre qui fait le cocotier. Non, il y a un mec qui fait la cocotte et l'autre qui se déplace dans la cocotte. Et en fait, quand vous dites le nombre que vous donnez, parce que vous savez, les enfants, ils font 1, 2, 3... 4, etc. Le nombre que vous donnez, il va de 1 à 4 et c'est le nombre de pas que vous faites. Donc, par exemple, là, j'ai la cocotte de la plage. Je fais, mettons, 3 pas. Je fais 1, 2, 3. Et là, j'ai le choix entre, vous voyez, donc je sais pas si on voit, des marins sous, une grotte, il y a quoi? Il y a un bateau, et il y a, voilà. Donc, je vais dire, par exemple, je vais voir les marins sous. Ben voilà, je retourne en fait ce qu'il y a écrit, je lis le contenu et j'avance. Et donc du coup les marins sous par exemple vont me donner une bouteille et puis peut-être avec cette bouteille je vais pouvoir faire débloquer une situation sur une autre cocotte. Et ce qui est rigolo en fait dans les cocottes dont vous êtes le héros, c'est qu'on va prendre une cocotte et que dans certains endroits, par exemple si je prenais le bateau là, le petit bateau ici, on voit rien du tout. J'ai un petit bateau ici, si je le prenais en fait, ça me ramenait à la cocotte du bateau. Et donc du coup, hop, je change de cocotte et je me déplace et je suis absolument pas clair, c'est une catastrophe. Voilà. Alors si vous...
Bon, vous voyez pourquoi je... Non, les gens me disent, mais pourquoi tu présentes pas tes jeux sur YouTube? Pourquoi tu fais pas des actual play, tes jeux et tout? Non, mais vous avez vu comme je suis nul à présenter mes jeux, sérieux. Je suis à chier, j'arrive pas à dire, j'arrive pas à expliquer. Je suis intimidé, j'ai la chiasse et les mains gourdes quand je présente mes jeux. Ça me fout les jetons de présenter mes jeux. J'ai toujours peur que les gens disent trouvent ça nul. Enfin bon. Bon, alors, bah, je suis clair. Bon, bah merci. Bon, bah c'est cool. Bah merci. Vous m'encouragez. Bon, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Mais j'ai l'impression d'être nul quand je présente mes jeux. Bon. Donc voilà, les cocottes. On se déplace de cocotte en cocotte. C'est comme un livre dont vous êtes le héros. On fait des petits pas. Et en fonction des pas. Et alors, par exemple, vous avez des trucs. Par exemple, vous allez. Par exemple, imaginons, vous dites 4. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Et là, vous choisissez d'aller visiter les ronces. Vous soulevez les ronces. Et là, ça vous dit, ah, les ronces vous blessent d'autant de points de vie que de pas que vous avez fait. Et ben vous perdez 4 points de vie par exemple. Parce que vous avez fait, le truc c'est 1, 2, 3, 4, vous aviez fait 4 points de vie. Et puis il y a d'autres pièces, ou d'autres salles, ou d'autres endroits où c'est l'inverse. Par exemple, vous allez tomber sur un scorpion qui va vous infliger des dégâts qui dépendent de votre rythme cardiaque. Ou au contraire, plus votre rythme cardiaque est élevé, et moins il vous fait des dégâts. Donc du coup, c'est l'inverse. Donc à chaque fois, en fait, comme ça, vous devez faire des petits choix et tout. Et comme vous avez 6 points de vie, dans tous les cas, vous pouvez pas mourir d'un seul coup. Enfin, c'est très rare. Sauf dans la cocotte, l'appel de Cthulhu, parce que c'est le trip du jeu qu'on puisse mourir d'un seul coup. Évidemment, si vous faites un bisou à un vagabond dimensionnel, il y a de fortes chances pour que vous crèviez dans la demi-heure. Hein. On va pas se mentir. Donc, oui, et puis de toute façon, vous pouvez tricher, évidemment. C'est un livre dont vous êtes le héros, donc vous pouvez toujours tricher si ça vous fait chier. Voilà. Alors, ce qui a été très rigolo avec les cocottes dont vous êtes le héros, c'est que j'ai eu des tas de retours. Des tas de retours, en fait, à tel point qu'avec Darky, on a dû créer un forum des cocottes dont vous êtes le héros. À chaque fois, on est halluciné avec Darky de de tous les forums et les trucs qu'on doit créer, tellement ça suscite des discussions, etc. Et j'ai eu des retours très intéressants, des gens par exemple qui avaient été déçus par la Cthulhu parce que le pitch du jeu leur annonçait une histoire autour de l'amnésie par exemple, et en fait finalement ça ne sert à rien. Parfois ils ont l'impression qu'ils trouvent des objets et de ne pas savoir les utiliser. Un retour qui m'a été fait sur la Cthulhu par exemple, c'est que à un moment donné on peut sortir du manoir, mais on ne sait pas si on a gagné ou pas. Il n'y a pas un truc qui nous dit clairement si on a gagné ou pas. Alors j'ai corrigé ça dans la cocotte du bateau, dans la cocotte des pirates qui va sortir donc ce mois-ci. Ce mois-ci, la cocotte des pirates va sortir, mais attention, encore une fois, elle ne sera accessible à cocotte et cocotier, cocotte des pirates. Donc si vous voyez, elle est annoncée, hein. Cocotte et cocotier, la cocotte des pirates, elle est annoncée sur le site du jeu. Magnifique site de jeu d'ailleurs que j'ai complètement oublié de vous présenter. Donc vous pouvez le trouver sur romaricbrillant.fr/cocotte et donc vous tombez sur le site du jeu. Et donc du coup, donc Cocotte et Cocotier, donc qui est un jeu pirate. Là par contre, j'ai fait le choix il y a des fins. Il y a une fin clairement. Il y a plusieurs fins. Il y a une bonne fin, il y a une mauvaise fin, il y a une fin moyenne. Enfin bref. Et donc là du coup, la fin est clairement définie. Donc j'ai corrigé un défaut. Mais par contre, la cocotte en a un autre, un défaut. La cocotte en a un autre, c'est-à-dire que le début est très long, il y a un côté faut tout fouiller, on est un peu obligé, on revient en arrière, on a du mal à revenir en arrière. Enfin, et donc, du coup, on a découvert, au fur et à mesure de nos conversations autour des cocottes dont vous êtes le héros, par notamment donc les retours sur le forum de Loïc, de Vote et de plein de gens aussi sur Patreon qui ont fait des retours sur les cocottes, des Mathieu Mine aussi qui a fait des retours, super retours sur les cocottes dont vous êtes le héros, Mathieu Mine. On a découvert qu'il existait un cocotte design et qu'en fait finalement les cocottes dont vous êtes le héros, eh bien, il y a des progrès à faire. Le concept est sympa, mais on a l'impression, avec tous ces gens, que ce soit avec Vote, avec Mathieu, avec Darky, avec Loïc, qu'en fait il y a du potentiel et qu'il y a même encore des cocottes à inventer. Darky me soumettait des idées de cocottes. J'ai eu des idées de cocottes aussi par mes enfants, pour ne rien vous cacher. Et en fait, à chaque fois, il y a un cocotte design, c'est-à-dire que parfois il y a des tricks dans les cocottes. Allez, je vous en révèle un. Je vous spoil un truc. Mais c'est pour vous montrer par exemple un élément de cocotte design. Dans
plus de cocottes, nous dit Songe Nébuleux. Et t'as vu, vous êtes en rouge. Attention, n'employez pas le mot cocotte dans le chat parce que les cocottes sont comprises par les modérateurs automatiques de Twitch comme des propos misogynes. Donc, je sais pas comment les appeler. Les cocottes dont vous êtes le héros, ça donne quoi? Non, ces cocottes dont vous êtes le héros. Les CDV ELH. Ça fait un peu penser à Cœur de Vandale, CDV. Cocotte dont vous êtes le héros, ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas comment on pourrait dire, les origamis peut-être, les... Il y a un autre nom pour ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un autre nom que cocotte. Il m'avait dit c'est des... Ah, je sais plus. J'ai eu sur Mastodon, il y a quelqu'un qui m'a fait un retour comme ça. Il m'a dit non, c'est pas une cocotte, c'est un... C'est Loïc, je crois. Euh... Comment ça s'appelle? En anglais, en plus, il y a un nom, il y a un autre nom aussi. Mais bref, attention dans le chat, si vous employez le mot cocotte, le message sera des poulettes. Ah bah super. Alors ça, c'est marrant, parce que, tu vois, poulette n'est pas censuré. Alors ça, c'est n'importe quoi. Ça, je tiens à dire que c'est n'importe quoi. Le mot cocotte est censuré par le modérateur automatique, le robot de modération sur Twitch, mais par contre, le mot poulette n'est pas censuré. C'est absolument hallucinant. Je crois que là, on tient un truc hallucinant. Bon, donc voilà. Des fortune teller, nous dit Darky. Ok. Donc voilà. Le prochain, Keket. Keket est censure. Ah, putain. Ah, ouais, on pourrait faire ça, ouais. Cocotte et Keket. On en avait parlé de Cocotte et Keket avec Flavie. On voulait faire une cocotte érotique à un moment donné qui s'appellerait Cocotte et Keket. Voilà. Des papiettes. Oh, les papiettes. Oh, c'est mignon, des papiettes, Alex. Oh, c'est top. Ah, c'est mignon, les papiettes. C'est trop cool. Donc voilà. En tout cas, méfiez-vous si vous employez le mot cocotte dans le chat, ça passe pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je voulais vous parler un peu du cocotte design. Donc par exemple, je vous spoil un truc, d'accord? Donc si vous n'avez pas fait la cocotte Cthulhu, je vous invite à aller la faire. Voilà, et surtout, je sais pas, n'écoutez pas ce que je vais vous dire. Enfin. Dans la cocotte Cthulhu, il y a un petit tricks. En fait, à un moment donné, donc, on vous donne le choix entre couloir de gauche, escalier, entrée, couloir de droite. Et il y a une autre cocotte sur laquelle on vous donne le choix entre vestiaire, placard, couloir de droite et couloir de gauche. Je la tiens dans les mains, je suis en train de la regarder, c'est pour ça. Du coup, dans la tête de quelqu'un, il se dit, ok, j'ai déjà fait le vestiaire, j'ai déjà fait le placard et j'ai déjà fait le couloir de droite. Ouais, mais sauf que comme il y a plusieurs couloirs de droite, vous ne pouvez pas vraiment savoir si vous avez exploré le couloir de droite ou le couloir de gauche, ou etc. D'où la sensation dans la cocotte dont vous êtes le héros concernant le manoir. Attention, cocotte design. D'où la sensation d'être perdu à un moment donné dans le manoir et de se dire mais bon sang, j'ai déjà fait ça, les cocottes elles changent ou quoi? Il y a des gens qui m'ont dit ça, il y a des gens qui m'ont dit non mais t'as changé de cocotte, c'est pas possible, j'ai déjà fait, etc. Et donc voilà, salière, un des autres noms. On appelle ça des salières. Ah bah alors là tu m'apprends quelque chose, nuage nébuleux. Songe nébuleux, pardon. Je ne pensais pas à ça. C'est des salières, vraiment? Ok. En tout cas, voilà, les poulettes, ça passe apparemment. Et les kékettes, les CQ, pour cocotte, je pense. Enfin, les CQTT, ouais, c'est compliqué, putain. Qu'est-ce que c'est chiant. C'est chiant, ouais. Je peux pas faire un jeu simple, quoi. C'est pas possible. Faut toujours que ce soit censuré. Sens, censuré. Les cocottes, censuré. Vadémécum, trop facho. Ah non, mais non, c'est pas possible, ça. Plus de cocottes. Ah, Songe nébuleux. Songe nébuleux peut écrire le mot cocotte sans censure, dis donc. Incroyable. Ah, Boudi nous a libérés. Ave Boudi. Ave Boudi. Boudi nous a libérés de la... Boudi Live a utilisé un code pour permettre l'usage du mot cocotte. Boudi, tu es un saint homme. Nous allons t'adresser la sainte cocotte. Merci beaucoup, Boudi, d'avoir débloqué ça, parce que c'est chiant. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler de cocotte sans pouvoir parler de cocotte. C'est insupportable.
Donc voilà. Un cocode. Le jeu de la cocotte en papier, aussi appelé salière ou coin-coin, est un origami qui permet de jouer le 10 heures de bonne aventure, facile à réaliser, les enfants adorent ce jeu. Eh bien tu vois, je ne savais pas que ça s'appelait le jeu de la salière. Voilà, j'apprends quelque chose Stéphane Sévénaire pendant cette émission. C'est formidable. Je me coucherai moi un con. La coque haute. Ouais, je crois que c'est pire Alex. Mais ça passe. Alex, tout passe. Écoute, tout passe. Ta coque haute passe. Voilà, je te laisse avec ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc cocotte design. Vous voyez, là par exemple ici, quand on fait la cocotte Cthulhu, eh ben, on a l'impression de se perdre dans le manoir. Donc il existe vraiment une façon de designer les cocottes. Il y a des cocottes ennuyeuses. Par exemple, alors je suis désolé, du coup je vends vraiment mal ma soupe, mais la cocotte des pirates, par exemple, que je vais sortir donc ce mois-ci, bah, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est longuette, elle est ennuyeuse. Alors que bon, il y a une fin déterminée, machin, on voit où on va, il y a des trucs un peu fun et tout, mais, euh, mais je sais pas pourquoi, elle marche moins bien, je trouve, que la première. Et je sais pas encore, hein, j'ai pas encore étudié pourquoi, ni comment, ni ce qui donne cette sensation de longueur et tout ça. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur une cocotte un petit peu plus courte parce que j'ai l'impression que effectivement, peut-être une cocotte de comment dire, une cocotte de cinq cocottes, en fait, ça fait trop. Donc voilà, donc je suis en train de réfléchir là-dessus. En tout cas, il existe un cocotte design et donc ça va être très intéressant de voir les cocottes que vous allez produire. N'hésitez pas à les partager sur le forum, hein. N'hésitez pas à partager vos cocottes. Et même si jamais vous êtes nombreuses à m'envoyer des cocottes, et bien je verrai peut-être un petit peu comme pour Ex Nihilo, un onglet comment dire, dans le forum, pardon, sur le site internet et dans le forum, un onglet en fait réservé à vos propres cocottes. Donc n'hésitez pas à créer vos cocottes. Voilà, 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 une cocourte sinon, ouais, tout à fait. Donc les cocottes dont vous êtes le héros, bah, ça a été la petite surprise de cet été. Et vous verrez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que logiquement, le mois prochain, et si ce n'est le mois prochain, ce sera le mois d'après, je vous annoncerai la sortie d'un gros jeu, un super jeu dont je suis très fier, que j'ai écrit et qui est actuellement en relecture. Et donc je ne vous dis pas de quel jeu il s'agit. En tout cas, c'est encore un autre jeu que celui qui est en cours d'écriture. J'ai deux jeux en fait en cours d'écriture. J'en ai un qui est terminé, qui sortira donc dans les mois qui viennent, qui sera là aussi réservé au Patreon, je pense. Donc souscrivez au Patreon, hein. Là vraiment, sans voiture. Exactement, Boudi, c'est ça. T'as tout compris, c'est sans voiture. Tu vas peut-être être au courant, toi. Tu seras peut-être dans les secrets, parce que pour tout te dire, il y a... bonjour Eurazil, bonsoir, bonsoir. Pour tout te dire, il y a donc un membre de la Citadelle qui dispose de ce jeu. Voilà. Oui, merci de partager mon Patreon, Boudi. Effectivement, le jeu dont je parle là et qui fera l'objet d'une annonce sans doute le mois prochain sera accessible uniquement, je pense, pour les Patreons et vous comprendrez très vite pourquoi. Pourquoi le jeu ne sera accessible qu'au Patreon. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Alors, je vous avais dit que je prendrais quelques-unes de vos questions à la fin de ce live. Donc, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Est-ce qu'on aura un petit indice? J'y ai réfléchi, j'ai pas trouvé de truc. J'ai pas trouvé de truc. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de quoi vous. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que. Donc non, je ne répondrai pas à la question. C'est quoi ce nouveau jeu qui va sortir le mois prochain? Ça c'est sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le jeu en fait vraiment à la croisée des chemins de tout. En fait, quand le titre vous sera donné, pour vous ce sera une évidence. Vous direz mais oui, évidemment, ça ne pouvait être que ça. C'est évident. C'est vraiment à la croisée des chemins. C'est un titre, un jeu à la croisée des chemins de tout ce que j'aime. Voilà. Et je peux par contre vous dire qu'il a d'ores et déjà été cité, le nom du jeu a été cité en source d'inspiration euh, de mes précédents jeux. Donc vous savez que c'est pour moi une source d'inspiration énorme. Donc du coup, voilà. Euh, c'est pas dans le multivers, dans le Romaric Extended Universe, mais par contre, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point... est-ce que c'est un jeu où on se met torse nu, me demande Bidline. Non, ce n'est pas les Chevaliers du Zodiac.
Voilà. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je suis désolé, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Mais il arrive, il arrive, il arrive. Pareil, je suis en phase d'écriture de ce jeu, il arrive. Le seul problème, c'est qu'il manque des playtests. Juste pour finir avec ce jeu mystère, c'est vous dire que il ne s'inscrit pas dans le Romaric Extended Universe, clairement pas. Mais par contre, ce qui est hallucinant, c'est, enfin, pardon, c'est de voir par contre comment il pourrait s'y insérer. Et c'est fascinant. Mais bref, quand vous le verrez, oui, il a ce masque-là. Il l'a, je lui ai prêté, il fait partie des relecteurs. Et donc, du coup, voilà, tu seras peut-être amené à le playtester, Boudi, peut-être, ou à le relire, je ne sais pas. Bon, alors, si tu veux pas en dire plus, as-tu été contacté pour être Premier ministre? Alors oui, effectivement, Emmanuel Macron m'a appelé, mais j'ai immédiatement refusé, puisque pour moi, c'est Lucie Castet qui doit être Premier ministre, Première ministre. Il n'y a pas de doute en fait avec ça, donc voilà. Mais donc j'ai refusé évidemment. Je ne serai jamais Premier ministre d'Emmanuel Macron, vous vous en doutez. Hein, la seule chance pour que je sois ministre un jour, c'est avec un gouvernement noir. Parti pirate peut-être. Donc ça n'a aucun sens. Donc je ne serai jamais ministre, puisque je ne crois pas au gouvernement. Voilà, je pense que l'État, ça ne sert à rien. Voilà. Et d'ailleurs, on va en avoir la preuve parce que ça fait combien de jours là qu'on vit sans État? Ça va, hein? On peut s'en passer en fait, il sert à rien. Donc voilà, je pense que par contre, je crois qu'on pourrait nettement moins se passer des professeurs, des enseignants, de beaucoup de fonctionnaires, etc. Et de beaucoup de services que le service public nous rend. Ça, c'est évident. Et ces gens-là ne font pas pour moi partie. Bref, j'ai ma vision des choses. En tout cas, vous ne me verrez pas dans un gouvernement sans drapeau noir derrière. Ça, c'est évidemment le cas. Donc, même si Macron voulait, évidemment, bien sûr, vous en doutez, j'ai dit non. J'ai dit non, j'ai dû décliner. Voilà. Voilà. Donc, je ne serai pas Premier ministre. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est une info quand même. Enfin, je sais pas, vous vouliez avoir des infos, là, voilà, il y en a quand même. Alors, qu'est-ce que je pense des actuels plays? Eh bien, je pense que j'ai envie d'en faire. Je pense que j'ai envie d'en faire. Alors d'abord, par contre, je ne suis toujours pas pour diffuser, comment dire, pour diffuser nos parties. Ça, c'est sûr que les parties de la cellule ne seront pas diffusées parce que j'estime que ça fait partie de l'intime. Par contre, éventuellement fournir des actual plays de mes jeux, ça fait partie des projets que j'ai. Alors, derrière tous ceux que j'ai déjà annoncés, hein, mais ça fait partie des choses qui tournent en réflexion. C'est l'idée de faire des actual plays ou au moins des parties, de montrer des parties des jeux que j'ai déjà fait. Donc de faire un actual play du Sens, de faire un actual play du Val, de faire un actual play de tout ça, de refaire en fait une présentation de mes jeux qui ont déjà été édités, de réactualiser en fait une présentation de ces jeux et éventuellement effectivement d'en faire un actual play. Parce que, pour une raison très simple, c'est pas parce que ça me fait plaisir de le faire, c'est juste parce que je connais énormément de gens et de rôlistes et de joueurs de jeux de société qui aujourd'hui ne se renseignent sur les jeux et sur les règles des jeux que via des actual play. C'est-à-dire que en gros, avant d'acheter un jeu ou avant de se dire si le jeu est pour eux ou pas, ils le tapent d'abord sur YouTube s'il y a un actual play. S'il y en a un, ils le regardent. Si l'actual play leur dit quelque chose, si les règles ont l'air d'être très cool, à ce moment-là, en fait, ils l'achètent. Et donc du coup, j'estime qu'aujourd'hui, c'est un élément de communication essentiel. Donc si je fais des actual play, ce sera pas par plaisir, ce sera pas par conviction que l'actual play est évidemment quelque chose de super, mais ce sera tout simplement pour une raison de communication, qui est que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Un éditeur, un auteur indépendant ne peut pas se passer des actual play. De la même manière que aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Et pourtant, Dieu sait si j'aimerais me passer des réseaux sociaux. À titre personnel, rien ne me stresse plus que les réseaux sociaux. Même si je trouve qu'on est bien sur Mastodon, personnellement. Mais voilà. Et pour autant, qu'on le veuille ou non, il faut utiliser les réseaux sociaux quand on est un indépendant. De la même manière, l'actual play aujourd'hui, c'est un passage obligé. Donc je pense que c'est à faire. Donc je pense que je le ferai. Est-ce que ce sera sur Twitch, me demande Urgel. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore les modalités. Il y a peu de chances. Parce que j'ai quand même l'intention que mes actual play soient un minimum montés. Donc il y aura sans doute plusieurs caméras. On changera les trucs de caméra, etc. Pour montrer les objets, les matériels sur la table. Expliquer éventuellement les règles. Peut-être même faire des coupures pour expliquer certaines règles qui sont utilisées à un moment donné. Donc voilà, donc je veux des actual play, ce seront peut-être des actual play courts, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire des actual play qui soient pas non plus toute la partie
forcément, mais juste par exemple montrer 20 minutes, un extrait de 20 minutes du jeu avec le système qui est vraiment qui tourne à plein régime pour expliquer. Est-ce qu'il y aura Maxime Chatham dans les actual play? Non, sauf s'il veut participer à un actual play. Voilà, moi je n'ai rien contre Maxime Chatham. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Maxime Chatham, en tant que personne, je pense que c'est un écrivain très intéressant, etc. Par contre, je pense que la vidéo qu'il a produite avec BBE est pour le moins critiquable. Et donc je me permets de la critiquer quand je la vois. Mais je n'ai rien contre Maxime Chatham, hein. Et je sais pas. Et en fait, pour tout vous dire, je connais des gens qui sont amis avec Maxime Chatham, très proche de Maxime Chatham, etc. Donc on est à 2 poignées de main, Maxime Chatham et moi. Donc si un jour on a envie de se rencontrer, on pourra se rencontrer. Je pense que ça pose aucun problème. Et on discutera entre gentlemen. Et je critiquerai sa vidéo. Et il critiquera ma critique en disant que de toute façon personne ne joue au jeu de rôle comme moi j'y joue. Et qu'en fait c'était une vidéo qui était faite pour parler aux gens qui jouent au jeu de rôle tel que la majorité des gens le font. Et que c'était une vidéo promotionnelle qui n'avait en rien pour objectif de faire progresser le média. Et on aura cette discussion, c'est sûr, et ça se passera très bien. Donc pas de pas de pas de problème par rapport à ça. Non mais je sais que c'est du troll, Urgel, mais c'est toujours important de rappeler que je ne critique pas les gens. Je critique une vidéo, la vidéo de Maxime Chatham. Je ne critique pas Maxime Chatham. Vous comprenez? C'est très important de distinguer la critique de la personne. C'est très très important. Parce que sinon on critique plus ses amis et comme on parce que c'est nos amis donc on peut plus les critiquer et si on ne peut plus critiquer ses amis on ne peut plus critiquer du tout. Hein. Là, une démocratie saine, un lieu politique sain où on peut discuter entre citoyens, c'est d'abord et avant tout un lieu où chacun accepte la critique de l'autre et ça c'est très important, y compris les critiques qui proviennent des camps politiques qui ne sont pas les nôtres. On doit les écouter, on doit les accepter et ne pas les prendre pour soi. Nous échangeons des propos, des discussions, des idées. Ce sont les idées que l'on critique. Les gens qui les prononcent, on ne les critique jamais. Enfin, je veux dire, ils sont éminemment adorables, ces gens. Ils ont le droit d'exister, hein, et leurs idées aussi d'ailleurs. Donc voilà, il faut vraiment faire cette distinction. Et donc, je vois ton troll Urgel, tu me dis n'y réponds pas. Au contraire, c'est toujours l'occasion pour moi de rappeler que je critique les idées, les propos, les vidéos, mais je ne critique pas les gens. Et je critique les jeux, effectivement, mais je ne critique pas les gens. Le problème de tes jeux, c'est qu'ils sont une source d'inspiration, comme Godard est une source d'inspiration pour le cinéma. J'achète tes jeux pour améliorer mon propre univers. Oui, bah c'est très bien, moi ça me va très bien. Après, être comparé à Godard, bon, moi j'ai du mal à être comparé à la Nouvelle Vague, parce que la Nouvelle Vague c'est quand même un courant un peu de droite. Mais je vois l'idée qui est derrière. L'idée, c'est de révolutionner, de faire d'un loisir un média. L'idée, c'est de faire d'un loisir un média. Et donc, effectivement, de pouvoir émettre des critiques voilà, sur les choses, sur les gens, sur les œuvres, etc. Donc, je comprends la comparaison avec Godard. La cellule a souvent été comparée à la Nouvelle Vague. Moi, ça me pose un problème parce que politiquement, j'ai du mal à assumer cette comparaison. Et aussi parce que on ne voulait pas à ce point défendre le concept d'auteur. Je sais que on a beaucoup été critiqué, notamment par les tenants et tenantes du jeu de rôle en performance, donc que ce soit Eugénie Bidet, Mallory, que ce soit Thomas Munier aussi, sur cette notion d'auteur. Mais c'est un accident en fait. Mais bon, voilà. J'aurai l'occasion d'y revenir. De toute façon, la pensée évolue. J'ai été critiqué, d'ailleurs, voilà, par ces gens, et je n'ai jamais estimé qu'ils me détestaient. Hein. Et voilà. Moi, je ne trouve pas que les jeux de Romaric soient assez fonctionnels et jouables. Il y a des trucs à prendre dedans, mais on peut les jouer. La comparaison s'arrête là pour moi. Alors, tu trouves pas que, ah oui, tu trouves pas que ce soit comparable à Godard, c'est ça? Parce que les jeux sont fonctionnels et jouables. Ok, très bien. Très bien, très bien. J'espère que j'ai pas déformé ta pensée et que tu voulais pas dire l'inverse. Voilà.
en live, c'est pas toujours évident de prendre vos retours directement. J'avais une autre question. J'avais une question. On a Boudi qui nous dit que sur Twitch, ce serait cool pour les actual plays parce que ce serait sympa à regarder. C'est vrai. Mais le problème, c'est que ça nous obligerait du coup à jouer en virtuel. Et voilà. Ça, c'est pas. Bon, Jurgel dit que je ne suis pas comparable à Godard parce que Godard, on les regarde pas. Alors que je pense que le sous-entendu, c'est que mes jeux, par contre, on peut y jouer. Merci Jurgel de me soutenir, c'est très sympa. Ceci dit, je pense que Stéphane Sévénaire n'avait pas. Comment dire? C'était dans sa bouche un retour positif. Vraiment. Et je l'ai entendu comme ça, évidemment. Euh, je vois bien pourquoi pourquoi est-ce que la cellule est comparable à la nouvelle vague, hein. Je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Ça, y a aucun problème. J'aime pas le mot virtuel si ça n'existait pas. Comme si ça n'existait pas le virtuel. Évidemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, de jouer en ligne en tout cas. Si on joue sur Twitch, on va devoir le faire. Enfin, je vois pas comment on peut jouer sur Twitch sans que tout le monde ait sa caméra, tu vois, à la façon du joueur du grenier et compagnie sur Aventure, quoi. Je- Ou alors il faut mettre des caméras partout à la barre, organiser un champ contre champ. Ça devient, tu vois, il faudrait presque un monteur en fait qui fasse ça en live et tout. Donc là, il faudrait voir, mais il faudrait du matos audiovisuel poussé, quoi. À voir, hein, peut-être qu'on peut le faire. Moi, j'ai des gens qui travaillent dans l'audiovisuel qui sont des amis et qui pourraient m'aider à faire ça, je pense. Ouais. Et le problème, c'est, tu vois, je veux dire, qu'ils pourraient m'aider au sens où ce serait gratuit, ce serait offert pour moi, quoi. Tu vois, des gens comme Yann Sully, par exemple, pour ne pas le citer, qui travaille dans le monde du cinéma, qui est carrément capable qui est carrément capable de nous organiser quelque chose de cet ordre-là, quoi. Mais dis donc, ça pousse le budget, enfin ça met la pression, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ce que j'envisageais, c'était plutôt on fait une partie tranquille à la cool, et puis on prend un morceau choisi, tu vois, de 20 minutes, où on joue au jeu en utilisant son système de résolution, parce que généralement, c'est pas trop chiadé, tu vois, mes jeux. Tu prends Trip to Sky, voilà, tu montres un problème, tu vois, tu montres un problème tentacule, bateau, tempête, tu vois ce que je veux dire, avec des dés au milieu, tu vois les joueurs qui les lancent, voilà, t'as compris comment on y joue, à quoi on joue. On est d'accord avec ça, Boudi, je pense. T'as pas besoin d'y passer 1h30 sur l'actual play, tu peux faire un actual play de 20 minutes. De la même manière, tu prends Ex Nihilo, tu prends deux spécialistes d'Ex Nihilo comme Antoine et Hugo, ils te font une partie en 20 minutes, hein. Et t'as tout vu. Et là, pour le coup, la partie, elle est complète. Donc, moi, je pense que... Bon, après, pour Sens, ça peut être différent, mais voilà. Donc, voilà. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vais rendre l'antenne. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Encore une fois, merci de me soutenir sur Patreon, merci de me soutenir, d'être avec moi pendant ces longs lives Twitch. C'est formidable d'avoir vos questions, d'avoir vos retours. Moi, j'adore. Moi, vraiment, Twitch, je trouve ça vraiment formidable. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur 3 trolls avec Gogo et Globo si vous aimez bien les lives et si vous aimez bien cette ambiance. À foncez, c'est trop bien. 3 trolls, c'est vraiment trop bien. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que tu regardes des podcasts sur le JDR et si oui, lesquels? Les podcasts sur le JDR que je suis, donc il m'arrive de temps en temps de regarder Rollist TV, je pense comme tout le monde. Rollist TV, c'est maintenant devenu un incontournable, de voir des interviews, etc. J'écoute aussi les podcasts de Proxy Jeux, j'allais dire Ludi Jeux. N'importe quoi. De proxy jeux, de temps en temps ils parlent de jeux de rôle, de temps en temps, bah, le plus souvent bien sûr ils parlent de jeux de société, mais j'aime bien quand ils abordent les théories et tout, je trouve ça très intéressant. Euh, Ouais, je sais bien qu'il y a pas mal de gens qui regardent Parolis TV, mais en fait, quand t'intéresses un petit peu à l'actualité du monde du jeu de rôle, quand même, les éditeurs aujourd'hui, ils viennent tous y présenter leurs jeux quasiment. Donc ça reste quand même intéressant de les entendre parler de leur bébé, etc. Donc ça m'arrive, voilà, de regarder Rollis TV. Je suis aussi un petit podcast sur le crowdfunding. Comment il s'appelle? C'est sur Mastodon. Ah, j'ai malheureusement pas révisé ça. C'est un gars en fait qui a une petite poupée en fait qui l'anime. Ah, c'est dommage de pas pouvoir le citer, bon sang. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais aller regarder.
Ah oui, tiens, si vous voulez me retrouver aussi, vous pouvez me retrouver sur les notes de ma vie. J'ai complètement oublié de vous parler de ça, mais les notes de ma vie, donc c'est l'interview que j'ai donnée pour, comment dire, pour Rémi, pour Galaxy Pop. Voilà, donc une très longue interview dans laquelle je parle des musiques qui ont. Donc je vous en avais parlé déjà, mais voilà, j'avais envie de vous remettre un petit coup de projo dessus parce que, alors là, pour le coup, Yurgel, toi qui voulais des trucs qui durent longtemps, alors là, voilà, 5 heures de podcast. Ça t'en fait hein, de la vaisselle et du linge, hein. Donc là, tu peux y aller, hein. Donc Arrakis nous dit c'est vraiment super les notes de ma vie. Bah merci beaucoup François. Moi je trouve que c'est une très belle émission et Songe Nébuleux, je confirme. Bah, merci beaucoup. Je pense que je pense que vraiment c'est une émission dans laquelle je confie énormément de choses. Ça dure 5 heures, c'est très long, je sais, mais là vous saurez tout sur le Romaric. Vraiment, j'ai rien, il n'y a pas de tabou. Il m'a posé tout un tas de questions, même sur ma vie personnelle, sur pourquoi j'écrivais tel ou tel jeu. Ça fait bien les liens en plus avec ce que j'écris, ma vie d'auteur indépendant enfin d'auteur de jeux de rôle et ma vie d'auteur, ma vie personnelle. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y faire un tour, voilà, c'est intéressant. Mais je voulais regarder en fait dans mes favoris si des fois j'avais. Vous avez vu, on me propose plein de trucs nazis. C'est incroyable. Vous avez vu les propositions que j'ai sur mon truc, c'est incroyable. Alors, je regarde beaucoup de documentaires Arte, hein, ça, je sais pas si j'écoute de la New Wave rétro, voilà, comme ça vous saurez tout. Euh, En fait, on me propose plein de trucs sur les fascistes et tout ça parce que, bah, évidemment, ça m'arrive de temps en temps de m'intéresser à la fachosphère. Euh, Et aussi parce que, regardez, j'ai suivi un. Oh, je devrais pas dire ça en live. J'ai suivi un. Comment dire? Non, mais faut pas que je lui fasse de la pub. Mais j'ai suivi en gros un commentaire de texte de l'Apocalypse qui est fait par un gars, par un curé qui est un intégriste. Et donc du coup, maintenant on me propose des trucs d'intégristes. Super. Ça fait trop plaisir. Mais du coup, je m'intéressais à l'Apocalypse en fait en tant qu'œuvre littéraire. Donc j'ai lu l'Apocalypse, j'ai lu la Bible, hein. Vous savez, si vous ne le savez pas encore, je vous apprendrai peut-être rien, mais voilà, j'ai la foi, je me considère un peu comme chrétien, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le message de Jésus de Nazareth, j'aime assez peu ce qu'en a fait l'Église, mais j'aime beaucoup le message de Jésus de Nazareth. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une vidéo de Thielman là-dessus, je ne l'ai pas encore regardé, mais je pense qu'on est d'accord. Et voilà, donc du coup, il m'arrive de temps en temps de lire la Bible, voilà, et donc du coup, je m'intéresse aussi aux commentaires et aux commentateurs de la Bible, et donc du coup, il se trouve que il y a plein de curés intégristes qui font des commentaires de la Bible, donc voilà. C'est oui, voilà, vous saurez tout sur ma passion pour tac. Mais je trouve que c'est intéressant, l'exégèse, tout ça, c'est très intéressant quand on s'intéresse. Et puis, il y a autre chose aussi que je dois vous dire. C'est que, euh, en fait, ce sont nos adversaires du futur. Regardez Trump, par exemple, aux États-Unis. Soyons clairs. Si on regarde, par exemple, le paysage américain, et si on imagine, moi j'envisage assez rapidement et assez facilement que ce qui arrive en fait aux États-Unis va nous arriver dans 10 ans. Bon, on a des anti-avortement, on a des anti-LGBTQ+, on a tout ça. Et en fait, tous ces gens, la plupart du temps, quand on creuse, c'est des évangéliques, c'est des évangélistes, c'est des gens en fait qui s'appuient sur la Bible. Et donc moi, je pars du principe que comme ce sont nos adversaires de demain, mieux connaître la Bible qu'eux-mêmes, ça peut être un avantage dans les débats avec eux sur le progressisme. Parce que j'en suis une preuve, on peut être catholique et être progressiste et voilà. Et être de gauche, voire même d'extrême gauche, voilà, même être anarchiste. Et oui, ni Dieu ni maître. Étonnant ça, hein. Étonnant pour un anarchiste. Ni Dieu, ni maître. Et pourtant, j'ai la foi et je crois en des choses qui me dépassent. Et, et- étonnant. Étonnant. On n'est pas, voilà.
Il faut être à l'aise avec ces contradictions, il ne faut pas hésiter à les discuter. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, mieux connaître la Bible. Moi, je connais bien la Bible, et je pense que mieux connaître la Bible que les intégristes qui arrivent et qui vont vouloir nous soutenir des conneries antiprogressistes dans les années qui viennent, ça peut être aussi un atout intéressant. C'est-à-dire qu'au cours d'un débat, pouvoir montrer qu'on a mieux lu et plus lu les évangélistes, pardon, enfin les apôtres en fait, et même le Premier Testament qu'eux-mêmes, ça peut être quand même vachement intéressant. Parce que la plupart des gens qui s'appuient sur des arguments soi-disant, la plupart des gens qui se disent catholiques, moi j'en ai rencontré plein, ils n'ont presque pas lu la Bible en réalité. Hein, ils ont fait un peu de catéchèse, un peu de catéchisme, voilà, et puis rapidos, et puis roule ma poule, et avec ça, ça se dit catholique parce que ça a des valeurs traditionnalistes, mon cul. Donc voilà. Donc les évangiles non canoniques des gnostiques sans roi, tu as eu peut-être l'occasion d'en y jeter un œil, bien sûr, évidemment, évidemment, Arikis. Ceci dit, ça me pose un problème. Les gnostiques me posent un certain nombre de problèmes, mais évidemment, évidemment, évidemment. Je peux pas trop trahir pourquoi, mais il faut savoir que dans les évangiles non canoniques des gnostiques, on trouve notamment des termes que je peux employer dans certains jeux, comme le terme éon, par exemple. Voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est des termes qu'on retrouve, comment dire, des façons en fait de voir le monde que l'on retrouve dans Sens par exemple. Malheureusement, un peu trop de prêtres intégristes évidemment. Je suis catho de gauche, me dit Stéphane Sévénaire. Dur de trouver à part dans la vraie vie ou alors sur les MOOC des Bernardins. Effectivement, c'est vrai que c'est. Je suis d'accord. Moi, je ne comprends pas les catholiques de droite. Je ne comprends pas comment on peut être de droite, conservateur, et être catholique. Pour moi, c'est anti. Enfin, les valeurs de la droite sont anti. Enfin, elles sont complètement contre les idées de Jésus de Nazareth. Quand Jésus de Nazareth dit les premiers seront les derniers, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont les moyens sur la terre seront les derniers devant Dieu. Euh, donc je ne comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai jamais compris ça. J'ai été éduqué dans des valeurs effectivement chrétiennes, etc. J'ai remis en question ma foi pendant des années. Hein. Il faut savoir que pendant des années à la fac, voilà, j'ai fait de la philosophie analytique. Vous le savez, j'étais scientiste à mort. Enfin bref, j'étais miphosien jusqu'au bout des ongles, etc. Je suis revenu en fait sur certaines notions. Voilà, j'ai relu la Bible, je me suis réintéressé à la vie de Jésus, voilà, et j'ai découvert en fait un anarchiste en fait, vraiment, un hippie, un anard, tout ce qu'il dit en fait est anarchiste. Hein. Jésus-Christ, c'est vraiment, si on prend la Bible, c'est vraiment un, voilà, rendre à César ce qui appartient à César. Enfin, je veux dire, enfin bon, bref, je ne vais pas en vous en parler ici, je pourrais en parler pendant des heures, mais bref, je ne comprends pas, toujours est-il avec toi Stéphane Sévénaire, je ne comprends pas pourquoi les catholiques sont de droite, ça n'a aucun sens pour moi, aucun sens. Euh, Donc sur Blast, on me dit les émissions sur l'Empire n'a jamais pris fin. Ok. Ouais, je sais que Thielman fait des super émissions aussi, mais je les regarde pas. Flavie les regarde par contre. Flavie, elle suit tout Blast. Flavie est fan de Blast. En gros, à la maison, il y a Flavie, elle est fan de Blast, et moi je suis arrêt sur image, à fond. Et du coup, on discute entre nous, on s'échange ce qu'on a vu, machin et tout ça. Donc moi, je regarde pas trop Blast. Je sais que j'adore. Enfin, évidemment, je les soutiens. Hein. C'est voilà, Blast. Voilà, il y a plein de gens que j'aime beaucoup chez Blast et vous le savez très très bien. Donc voilà, des gens comme Usul, voilà, des gens comme ça, par exemple. J'ai j'ai un peu plus de réserve sur Thielman, par exemple, j'adore. Voilà, euh, j'ai plus de réserves sur Denis Robert. Mais Denis Robert, il est à Blast ou pas? Je sais plus. Bref, et donc moi je suis arrêt sur image. Je suis fan d'arrêt sur image, vous le savez. Je suis tout ce qu'ils font. J'essaye de lire à peu près tous les articles, de regarder toutes les vidéos. C'est l'enfer d'ailleurs parce qu'ils font beaucoup trop de choses maintenant. Depuis que Daniel a quitté enfin il n'a pas quitté le navire, mais depuis qu'il a laissé en fait arrêt sur image à ses journalistes, je trouve qu'il y a un foisonnement. Mais c'est très bien, tant mieux. Hein, il y a plein de choses. Mais du coup j'ai plus le temps de comment dire, j'ai plus le temps
de tout regarder. Mais voilà. Donc moi je suis plutôt sur Arrêt sur Image, Flavie est plutôt sur Blast. Mais évidemment, il y a des discussions entre les deux. Ça dérive sur des podcasts politiques. Qu'est-ce que tu regardes comme podcast politique? Rhinocéros pour l'interrogation. Alors non, je ne regarde. J'essaye de ne pas regarder. Là tu vois, c'est juste que voilà, parmi les exégètes de la Bible, il y a effectivement des gens peu recommandables. Euh, mais, euh, mais non, je regarde pas les chaînes d'extrême droite d'une manière générale. Par contre, j'ai des copains qui s'y intéressent beaucoup parce que soit ils travaillent comment dire, soit ils travaillent sur le sujet, soit ils aiment beaucoup les dramas sur internet et tout ça, et donc du coup j'ai des remontées de ce qui se passe et tout ça. Oui, alors rhinocéros à la base c'est un terme qui était employé par oui oui c'est Usul bien sûr bien sûr bien sûr. Alors Usul non alors attendez. Chaque chose en son temps. Rhinocéros à la base c'était un terme qui était employé justement par les fachos et par la fachosphère. C'est pour ça que je pense à ça. Rhinocéros, oui, je sais bien, c'est l'émission évidemment de Usul, vous inquiétez pas. Je vous vois venir. Euh, j'ai débranché mon micro. Donc non, je ne regarde pas. Ça va, je vous ai pas perdu trop longtemps? Ça n'a pas coupé trop longtemps? Je sais pas. J'espère que non. J'espère que non. Ça a coupé en tout cas, c'est sûr. J'ai dû vous exploser les oreilles à cause j'ai eu un petit problème de son. Ouais, ok. Donc juste donc un point pour vous dire que donc oui, Rhinocéros. Non, je ne le regarde pas pour la simple et bonne raison que je suis d'accord avec tout ce que dit Usul. Et donc du coup, j'essaye de regarder aussi des choses avec lesquelles j'ai des doutes. Parfois, quand Usul a fait des vidéos sur lesquelles je pourrais avoir un doute ou je dis ah, tiens, ça c'est surprenant. Par exemple, j'ai regardé celle autour de l'abbé Pierre parce que je trouvais ça surprenant que Usul parle de l'abbé Pierre. Bon, c'était avant les révélations sur l'abbé Pierre. Hein, bien sûr. Mais voilà, celle-là, je l'avais regardée par exemple. Parce que euh, je, je, oui, les dramas sur psychodéliques. J'ai des gens autour de moi qui sont fans de ce genre de trucs et grand bien leur face. Moi, du coup, je les reçois indirectement parce que voilà, les gens m'en parlent, les gens viennent m'en parler. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc voilà. Donc Usul, ça m'intéresse beaucoup, évidemment, je suis d'accord. Mais pareil, quoi. Le problème de Blas, c'est ça, c'est que je suis d'accord avec tout ce qu'il raconte. Et tout ce qu'il raconte, j'ai eu parfois même l'occasion d'en discuter directement avec des gens, soit qu'il fréquente, soit. Donc en fait, comment vous dire, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai- je- ouais, bah, c'est un peu comme le podcast des voix d'Altaride. Le podcast des voix d'Altaride, je l'écoutais très rarement. Parce que le podcast des voix d'Altaride, j'étais d'accord avec tout ce qu'il racontait et je savais un petit peu déjà ce qu'il allait s'y dire, puisque c'était des sujets par ailleurs sur lesquels j'avais beaucoup réfléchi, etc. Et beaucoup réfléchi, etc. Rhinocéros, c'est un peu pareil. En fait, Usul, je suis tellement d'accord avec lui et j'ai tellement la même analyse, souvent la même analyse que lui. Bon, je suis moins communiste que lui, ça c'est dit. Ce serait la différence. Ce serait qu'il est plus de gauche que moi. Moi, je suis vraiment anarchiste pour le coup. Mais lui aussi, je pense que lui aussi. Mais voilà, enfin bref, on a des petites divergences, mais vraiment c'est du détail de merde. Et donc du coup, je pense que ça vaut pas le coup de tout suivre non plus. Et puis Arrêt sur Image me tient déjà tellement occupé, me nourrit déjà tellement que j'ai pas, j'avoue, j'ai pas le temps de regarder tout ce que font les copains. Hein. Mais Usul, j'adore, évidemment, vous en doutez. Hein. Enfin voilà, j'adore. Vous savez, on a déjà invité plein de fois Dorian Chandelier, par exemple, à la maison. Il est venu dans les podcasts. Voilà, Dorian et Usul, ils ont quand même travaillé ensemble pendant des années. De la même manière, Usul, voilà, c'était un proche de Cœur de Vandale qui a un ami aussi avec qui je discute très souvent. Donc, enfin voilà, on a les mêmes, c'est des gens avec qui on partage tout. On a les mêmes idées en fait. Et on a même le même cursus. Rappelez-vous, Usul a fait de la philo à la base. Donc on a même le même cursus. Donc moi de temps en temps ça m'arrive de partager ce qu'il fait, de célébrer Usul, par exemple de lui mettre des messages gentils. De temps en temps quand il est au cœur de Shitstorm, je lui envoie un message de soutien. Voilà, mais non, je regarde pas toutes ces émissions. De la même manière que je l'invite pas à écouter forcément la cellule, parce que je pense qu'il va y trouver ce qu'il y sait déjà. Voilà. Ça va ça? J'ai bien répondu, messieurs, mesdames, vous comprenez? Je pense.
Il y a trop de trucs. Il y a trop de messages là, ça y est, ça bug chez moi. Donc voilà. J'espère que cette petite émission vous aura plu. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Merci à Boudi d'avoir remonté vos questions et d'avoir fait la modération et de nous avoir trouvé une solution pour les cocottes. C'était formidable. J'espère que j'ai rien oublié. J'oublie toujours des trucs. À la fin, je referme mon livre, je fais ah là là, j'ai oublié de vous parler de ça. Mais je pense que j'ai fait le tour, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie rapidement, mais oui, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et toutes. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Darky. Bonne soirée Boudi. Bonne soirée Yurgel. Merci beaucoup Yurgel pour toutes tes questions. Merci beaucoup Stéphane Sévénaire pour tous tes retours, pour tous tes retweets, pour tous tes likes, pour tous tes trucs. C'est trop bien. Merci pour tout ce que tu fais pour moi sur les réseaux sociaux. Merci bien sûr à Arrakis, à Songe Nébuleux. Merci à tous et à toutes. C'était bien. Merci à Mallory d'être passé. Voilà. J'espère n'avoir oublié. Merci à Alex. J'espère n'avoir oublié personne. Merci beaucoup. Merci, merci. Et puis, rendez-vous demain pour ton live sur Legacy of Kain. Alors ouais, ça va être un truc intéressant aussi, hein. J'ai vraiment envie de vous parler de Legacy of Kain. C'est vrai, ça pourrait être un truc super intéressant. À voir si c'est possible d'émuler de la Metroid aussi. Oh putain, je pourrais. Ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça aussi. Ouais, j'ai plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Ou MGS, bien sûr. Ouais, j'ai plein de trucs à faire. Merci de me rappeler tout ça, Bouti, parce que ça me fait des idées. Effectivement, ça fait des idées de live. Après, j'aimerais bien aussi continuer à les commentaires du Tractatus. Vous savez, je pense que j'ai largement de quoi faire des lives pendant beaucoup plus que une fois par mois, hein. En vérité, je pourrais faire des lives effectivement beaucoup plus réguliers, etc. Mais je crois que je préfère encore continuer le podcast et tout. Et puis, bah, c'est ce que je vous disais, un indépendant, il doit choisir sa com. Donc voilà. On fait ce qu'on peut. Merci aussi à Urazi d'être passé. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien, jouez bien. À très vite. À plus.